Ok, aujourd'hui, on a beaucoup de contenu là dehors, on a beaucoup de gens qui s'expriment, on a plusieurs personnes qui nous conseillent de gauche à droite, mais il y a peu de paroles qui ont de la substance, il y a peu de paroles qui pèsent. Déjà, Dr Claudel Noubissi, merci d'être là. Merci d'avoir accepté Merci d'avoir accepté l'invitation d'être la première personne à poser la pierre sur Substance Podcast. Nous sommes vraiment ravis de vous avoir ici. Bon, quand on enlève le fait que vous êtes une personne publique, qui est réellement Dr Claudel Noubissi? Comme je le disais antérieurement, merci beaucoup pour l'invitation et je suis très honoré d'être le premier invité de ce podcast. Je tiens déjà à vous remercier pour le professionnalisme. J'adore beaucoup l'endroit, la manière dont les équipes s'y prennent afin de pouvoir permettre que la qualité du rendu soit quelque chose d'exceptionnel. Donc, qui suis-je? Je suis Noubissi Claudel Joël, premièrement. Je me qualifie comme étant un Africain qui adore l'Afrique. Lorsqu'on adore quelque chose, on accepte aussi tout ce qui ne se passe pas bien, dans le sens de pouvoir permettre à ce que ça s'améliore. Au-delà de la popularité, malgré moi, pour nous préciser, ce n'est pas comme c'est quand je démarrais mes activités, je voulais devenir populaire. Ce n'était pas forcément mon objectif. Je dis que c'est une conséquence du travail que j'ai eu à faire. Je suis médecin de formation. Depuis 2014, j'ai terminé mes études médicales et je me définis simplement comme un Africain médecin qui entreprend aussi parce qu'il a trouvé qu'il était nécessaire de contribuer à développer notre continent en fonction de ses attitudes et surtout de mobiliser plusieurs personnes pour pouvoir ensemble atteindre ses objectifs. Donc voilà comment je pourrais me définir au-delà de la popularité, de la visée. Super intéressant comme parcours. Je vais rebondir sur la question. Avant tout ceci, avant d'être connu, avant d'avoir des projets avec succès, qui était Claudel Noubissi? Là, je n'ai plus mis docteur, vous avez constaté. Qui était Claudel Noubissi? Alors, Claudel Noubissi était un jeune qui a grandi dans la capitale du Cameroun, Yaoundé, dans un quartier qui s'appelle Komkana. J'ai fait un gros coucou ici en passant à tous ceux qui ont grandi dans ce quartier. J'ai fait plus de 20 ans dans ce quartier. J'étais un enfant ordinaire qui a grandi avec ses parents et qui a bénéficié d'une éducation de qualité dans un contexte certes difficile. Quand je dis Komkana, c'est un peu de quoi je vais parler, mais je ne m'en plains pas parce que j'estime que ça m'a forgé. Ensuite, à l'école, j'étais plutôt moyen, je dirais. J'ai eu 2 phases à l'école. La première phase, jusqu'en 3e, j'étais assez moyen. J'aimais beaucoup les jeux vidéo. Ensuite, je suis allé à l'internat parce que j'étais un peu déjà trop têtu. Donc, j'ai dû aller à Ebolova où j'ai fait de la 3e jusqu'en terminale. Là-bas, j'étais un peu plus que la moyenne. Donc, j'étais un peu plus performant parce que je savais que je ne dois pas durer plus longtemps là-bas. Après, j'ai dû faire la faculté de médecine un peu malgré moi, parce que mes parents voulaient avoir un médecin dans la famille. Donc, j'ai dû me retrouver en fac de médecine. J'ai toujours été quelqu'un de très introverti. Peut-être aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on me voit produire beaucoup de contenu, mais j'ai toujours été très introverti. D'ailleurs, jusqu'à présent, c'est toujours le cas. Dès que j'arrête ma caméra, en général, je suis chez moi. Je ne suis pas quelqu'un qui est dans les événements, dans les boîtes de nuit ou dans des endroits très bruyants. J'aime rester tout seul. Je suis très performant quand je suis seul. Donc voilà celui que j'étais. Et que d'ailleurs je continue d'être, peut-être juste en dehors des caméras, mais en off, est-ce que je suis et ce que j'ai été. Ok. À vrai dire, ça donne l'impression d'un parcours d'un gars qui était bien, qui vivait très bien, d'une bonne famille. Vraiment, ça n'a pas l'air si dur que ça. Mais quand on voit votre personne, on sent une personne très résiliente, très forte, qui a eu plusieurs soucis, mais je ne vois pas ça. À quel moment donc vous avez échoué? Alors, moi, je ne voudrais pas que les pauvres nous dictent ce que j'appelle la souffrance comme étant l'étape obligatoire vers le succès. Nous sommes dans une société qui est remplie de pauvres. Ce n'est pas forcément notre fait uniquement. Il y a notre fait, c'est vrai. Il y a le contexte aussi. Il y a la politique. Il y a les politiques internationales. Il y a l'influence extérieure qui fait en sorte que, par exemple, au Cameroun, plus de 90% de la population est pauvre. Donc, forcément, lorsque tu présentes ton parcours, si tu ne dis pas que tu as souffert, tu as mangé, tu n'avais rien à manger, on estime que tu n'as pas de mérite, tu estimes que c'est faux. Est-ce que j'ai souffert dans mon enfance? Oui, comme tout le monde. Est-ce que j'ai eu des périodes de difficulté? Oui, comme tout le monde. C'est pour ça que je ne veux pas
forcément mettre une emphase dessus particulière, comme si j'étais le nombreux du monde, non. J'estime que j'ai eu le parcours qui était le mien avec ses difficultés, avec ses succès, comme tout le monde en fait. Est-ce que j'ai passé des moments difficiles? Oui. Quand je dis comme Kana, je n'ai pas envie d'entrer dans trop de détails. Mais est-ce que j'ai passé une semaine sans manger? Non. Est-ce que j'ai vécu des moments atroces? Non. Je pense qu'il y a des gens qui ont plus souffert que moi encore et ils ont tout autant le mérite d'en parler. Les difficultés, tout le monde en rencontre. Moi, je suis quelqu'un qui sait apprendre des challenges, qui sait apprendre des échecs. J'estime qu'on apprend plus de l'échec que du succès. C'est pour ça que j'aime beaucoup la culture anglo-saxonne où l'échec est plus valorisé que la réussite. Parce que chez les francophones, on valorise trop la réussite sans savoir quel est le process par lequel on arrive à cette réussite-là. Parce que si on s'intéressait beaucoup au process, on allait comprendre que dans le process, il n'y a que des échecs. Ça veut dire que quand tu vois quelqu'un qui a réussi, si tu t'intéresses au processus par lequel il est passé, tu vas te rendre compte qu'il y a ce qu'on appelle les points d'ancrage qui n'étaient que des échecs. Donc, il y a eu échec 1, il a appris, il a continué. Échec 2, il a appris, il a continué. Échec 3, sauf qu'on voit juste le point final. On se dit, waouh, il réalise des choses exceptionnelles. Et du coup, il devient un modèle. On crée des émissions, success story, il raconte ses succès, mais personne ne parle du parcours, personne ne parle des échecs. Et même lorsque tu es dans une période de difficulté ou d'échec, on estime que tu ne vaux rien, alors qu'on apprend plus de l'échec que du succès. On apprend aussi du succès, mais si tu n'apprends que du succès, lorsque tu auras face à toi un échec, qu'est-ce que tu vas faire? Puisque tu n'auras pas appris à être résilient après un échec. Donc je n'ai pas envie de paraître comme étant le nombril du monde, j'ai souffert comme tout le monde. Maintenant, si tu as besoin d'avoir plus de détails et des souffrances précises, peut-être je pourrais donner, mais je trouve que ce n'est pas ça qui me défie. Ok, on va rebondir, on va aller un peu vers l'éducation. Je répète, l'éducation. C'est comme ça qu'on appelle ça. Hein. Je ne pense pas que c'est vraiment ça, mais on appelle ça l'éducation. Vous avez fréquenté, vous êtes allé à la fac médecine, vous étiez brillant, je suppose et je pense, mais à quel moment vous vous êtes dit que ce n'était plus suffisant? Genre, la sagesse que j'ai là, c'est pas suffisant. Je trouve que c'est une très belle question. Je vais brosser rapidement mon parcours avant la faculté de médecine. Ça va permettre de bien comprendre. Super. Donc, moi, j'étais en Komkana. Je fréquentais à Tinga. J'ai fait l'école primaire à Tinga, y compris la maternelle. Après la 6e, j'ai eu à réaliser cela au CES de Waikele. J'ai fait la 6e là-bas. Puis je suis revenu en 5e à Tinga jusqu'en 3e. Sauf que j'étais vraiment têtu. Quand je dis têtu, ça veut dire quoi? Je passais mes nuits dans les salles de jeux vidéo. On venait tous les jours me faire sortir de la salle de jeux vidéo avec la chicotte. Je fuyais l'école pour aller dans les salles de jeux. Je faisais des compétitions. Je fais un gros coucou ici à tous ceux avec qui je jouais aux jeux vidéo. Et mes parents estimaient que cet enfant est en train de se perdre. Donc il faut qu'on l'envoie quelque part où il va se concentrer sur ses études. Donc j'ai un cousin qui a recommandé à mes parents de m'envoyer à l'internat à Kebolova. Parce que lui, il était enseignant de mathématiques là-bas. Et il s'est dit, c'est mieux de faire venir l'enfant ici. Je pense qu'ici, il va mieux étudier. Donc c'est comme ça que je me retrouve au lycée classique et moderne de Bolova, qu'on abrège le NICLAMO. Et une fois là-bas, c'était atroce. Oui, c'était atroce parce que toute la liberté que j'avais avant avait disparu. Je me retrouvais dans un endroit où je dois dormir avec des gens. Parce que dans mon box, par exemple, il y avait plusieurs autres personnes. On a dormi ensemble au même endroit. On doit se laver ensemble. On doit aller à l'école ensemble. On doit étudier de manière obligatoire à certaines heures. Et c'était tellement pénible. Et c'est même de là que sort l'expression « on ne pleure pas ». Parce que beaucoup de personnes écoutent cette phrase aujourd'hui que j'ai eu à prononcer. Mais en fait, je racontais mon histoire à l'internat. Quand je venais d'arriver à l'internat, j'avais pleuré toute la première année. Et le maître d'internat est venu me dire « mon petit, on ne pleure pas ici ». Parce que si tu pleures, ce sera trop grave. Puisque tous les jours, tu vas vivre des exactions encore plus graves. Donc tant mieux, tu prends acte du fait que tu es déjà là. Tu ne vas pas partir d'ici. Parce que tant que tu n'as pas le bac, tu ne vas pas partir. Et tu n'es qu'en 3e. Donc si tu pleures déjà en 3e, moi je ne sais pas comment ça va faire pour les autres années qui viennent. Donc c'est dans ce contexte-là que j'étais à l'internat. Et je me suis dit, je dois tout faire pour ne pas durer ici. Du coup à l'internat, donc qu'est-ce que je faisais? Ça prenait un peu plus. J'étais un peu plus studieux parce que je voulais passer. Du coup, je me suis amélioré à l'école. Par exemple, dans des disciplines comme les mathématiques, sans prétention que tous ceux qui ont fréquenté avec moi peuvent le confirmer. J'étais parmi les meilleurs, pour ne pas dire le meilleur, que ce soit dans ma classe ou même dans l'établissement globalement. Sauf qu'après, comme j'étais déjà passionné de mathématiques et de sciences, je voulais non aller continuer les mathématiques à l'université. J'ai même eu un concours à Clermont-Ferrand pour continuer mes études en France. Mais mes parents m'ont fait comprendre que mon petit va nous laisser ses squads de martyrs. Tu vas faire la médecine. Nous, on veut avoir un médecin dans la famille, c'est prestigieux. Donc, fais la médecine. Donc, c'est comme ça que je me retrouve en train de faire des cours de préparation. Je fais plusieurs concours que je ne réussis pas. Finalement, je réussis le concours de la faculté de médecine de l'Université des Montagnes. C'est à l'ouest du Cameroun.
et je me retrouve à l'université de Mental. Et ça a été un parcours assez tumultueux parce qu'il fallait changer de ville, m'installer dans une nouvelle ville où il fait très froid. À l'école, je n'étais pas particulièrement brillant pour une raison simple, c'est que je n'aimais pas la médecine au début. Je voulais pas faire la médecine en fait. Mais je me retrouve encore une fois de plus dans un parcours où si tu n'aimes pas et que tu ne fais pas, tu vas donc durer là-bas parce que c'est 7 ans. Donc si tu échoues une année, ça va devenir 8 ans. Si tu échoues 2, ça va devenir 9 ans. Et d'ailleurs, on n'échoue pas plus de 2 fois en médecine, sinon tu seras exclu. La pension coûtait très cher. Je voyais mes parents faire des tontines pour payer la pension. Et je me disais, je vais donner le minimum vital pour passer. Donc en fac de médecine, j'étais plutôt moyen. J'ai fait mes études médicales normalement. Je n'étais pas entrepreneur quand j'étais à l'école. Ça, il faut le préciser, je ne faisais aucun business. Ce que je faisais en parallèle de mes études, c'était ce qui me passionnait. Par exemple, je faisais la musique. Et tous ceux qui ont fait la fac de médecine avec moi savent que je faisais de la musique, je faisais du rap, j'écrivais des chansons, je faisais des concerts. J'étais très passionné par le hip-hop, j'étais dans les studios. Et les concerts, bien sûr, j'en ai fait. Ensuite, qu'est-ce qui me passionnait? Les mathématiques. Donc, je donnais des cours de mathématiques parfois aux élèves, parfois aux étudiants. Donc, je ne voulais pas perdre cette passion que j'avais pour les mathématiques. Mais je ne faisais pas de business. Je ne faisais pas d'entrepreneuriat. J'étais vraiment à fond dans mes études et dans ma passion, dans mes hobbies. L'entrepreneuriat vient à quel moment? 6e année de médecine. Je suis déjà à la porte de sortie parce que 6e année, on est déjà en train de se préparer pour la sortie. Et nous, on observe nos aînés. Et ça nous fait peur. Parce que nous, on voit en faculté de médecine nos aînés qui étaient très performants à l'école. Je n'ai pas seulement envie de citer des noms, mais en fac de médecine, on avait vraiment les ovnis. Et qu'on avait des gars qui récitaient des livres. Tu vois quelqu'un, tu lui dis paludisme, il parle pendant 2 jours, il ne s'arrête pas. Il connaît tous les livres, toutes les formules, toutes les procédures, tous les protocoles. Sauf que nous, on se rendait compte qu'ils sont sortis de la fac avant nous. Ils sont en train de lire. Et quand je dis lire, ce n'est pas une figure de style. C'est une manière de dire qu'ils sont dans des difficultés extrêmes. Nos aînés très intelligents viennent à mieux. Et du coup, nous, on se posait la question, mais attends, voici un aîné. Il est déjà sorti de la fac de médecine. Il était plus intelligent que ton grand femme de médecine. Nous, on le voit marcher tous les jours avec la sueur partout sur lui. Il vit toujours chez ses parents. Et nous, on se posait la question, mais attends, lui, il était plus intelligent que nous. Il est sorti, ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il lit toujours l'heure. Nous, on fait comment? Nous, on se posait la question, mais attends, ça veut dire qu'il faut qu'on trouve une solution maintenant, parce que lorsqu'on va sortir là, on n'est pas plus nantis qu'eux. Et parfois, certains aînés avaient même des situations sociales plus favorables que les nôtres. Moi, mes parents n'étaient pas riches. Ça veut dire qu'il y avait certains aînés qui avaient des parents avec une situation sociale plutôt favorisée, plus intelligents, mais qui lisaient l'heure, qui étaient dans des cliniques, qui se battaient pour faire des gardes. Ceux les plus favorisés voyageaient, partaient à l'étranger. D'autres, leurs parents leur donnaient un capital pour ouvrir une clinique, ce que nous, on ne pouvait pas faire. Et du coup, on a commencé à se poser des questions entre nous. Il faut qu'on trouve une solution. Parce qu'il ne faut pas qu'on sorte avant de trouver la solution. Ce sera fatal. Donc, avec mes collègues, on a commencé à réfléchir sur est-ce qu'on ne peut pas lancer un projet. J'ai donc un collègue qui s'appelle Manjo Vidia. Je lui fais un gros coucou ici en passant. Il est médecin aussi spécialiste. Et il me dit, est-ce qu'on ne peut pas faire des consultations à domicile, par exemple? On pourrait lancer un concept où on consulte déjà à domicile, où on lance notre propre clinique. Peut-être on n'a pas les moyens d'ouvrir la clinique. Au moins, on peut lancer quelque chose parce que c'est le moment. Donc, il me donne l'idée, on commence donc à travailler dessus, on travaille dessus, on fait des briefs, de temps en temps, on se rencontre, on fait des séances de travail. Ce qui fait que lorsqu'on a fini la fac de médecine, on le faisait juste de temps en temps. Nous, on voulait avoir notre matricule parce que pour nous, c'était la sécurité. Donc, quand on finit la fac, chacun se concentre pour faire le concours, y compris moi. Le jour du concours, j'ai eu un peu froid au dos. L'ECN, parce qu'il y avait plus de 800 candidats. Pas de l'ECN. Non, pas l'ECN. L'ECN, c'est en 6e année. Ah, concours d'intégration. Et on avait déjà fini la fac, on était déjà médecin. Okay. Et le contexte était encore plus difficile chez nous. Parce que moi, par exemple, l'ECN venait de Toulouse. Parce que nous, on était une école qui n'était pas reconnue à cette époque-là. Parce que moi, quand j'entre en faculté de médecine, l'État du Cameroun ne reconnaît pas notre école. Ce qui fait que nos aînés ne soutiennent pas au Cameroun. Au début, ils soutenaient à Kinshasa. Et après, nous, on avait maintenant des ECN qui venaient de Toulouse. Avec tout, moi, j'ai composé, par exemple, mon ECN avec une épreuve qui venait de Toulouse. C'était des Français qui nous évaluaient grâce aux collaborations que notre université avait avec Toulouse. Et du coup, nous, on avait aussi un autre stress lié au fait que, mais est-ce que nos diplômes seront même reconnus après? Peut-être qu'on va sortir, on va nous dire que nos diplômes n'étaient pas reconnus. Parce que nos aînés avaient ce problème. Donc, lorsqu'on termine la 6e année, on termine la 7e année, on soutient. On est content, on fait la fête. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Première mission, il faut qu'on ait notre matricule. Au moins, avec ça, on va nous affecter, on aura notre... Ah, c'est bad, ce sera tranquille. Sauf que le jour du concours, nous sommes plus de 800. C'est-à-dire qu'il y a des étudiants qui viennent un peu de partout, de plusieurs facs, même de l'étranger. Et on va recruter 50 médecins sur les plus de 800 cas. Et comme si ça ne suffit pas, il y a encore l'équilibre régional. Ça veut dire que vous êtes 800, on veut 50, et les 50 là, il y a l'équilibre régional. Ça veut dire que dans les 50 là, on doit retrouver des personnes des 10 régions.
Et quand je regarde les 800, je me rends compte que ceux de ma région représentent peut-être 700 ou 600. Allez, je comprends que dans l'affaire, si tu peux échouer même avec 19 de moyenne, parce que comment ça va se passer? Et du coup, naturellement, j'ai échoué le concours et je me retrouve dans une situation difficile parce que le jour où je reçois les résultats que j'ai échoué, j'étais de garde dans un hôpital, une clinique privée à Yaoundé, plus précisément à Tongolo. Je ne vais pas te couper. Oui. On payait combien pour la garde? Bon, 5 000 francs. Donc, être indiscret. Quand il dit 5 000 francs, ça veut dire que tu viens. C'était une garde du week-end. Tu viens samedi à 8 h, tu travailles jusqu'à dimanche à 11 h, 12 h, le temps que ton collègue vient. Et c'est 5 000 francs. Et quand je dis 5 000 francs, c'est pas qu'on va te payer directement. Ça veut dire qu'on va comptabiliser le nombre de nuits que tu as passées durant le mois. Si tu as dormi 10 fois à l'hôpital, on va faire 5 000 fois 10, ça va faire 50 000. Et c'est très rare qu'on te donne les 50 000 directement. On va t'avancer 30 000 ou 30 000. On va te dire qu'il y a les tensions des trésors et qu'on va compléter le mois suivant. Je tiens à te préciser que 5 000 francs, c'est parce que j'étais dans une clinique qui était quand même un peu huppée parce que moi, j'ai eu à dormir aussi pour 3 000 francs. Il y a des endroits où c'était 7 000 francs. Dans des endroits très huppés, c'est 10 000 francs, parfois 15 000 pour le spécialiste et tout. Mais en général, c'était 5 000 francs. Je ne sais pas combien ça coûte actuellement, mais à mon époque, c'était cette somme-là. Puisque je n'étais pas retraité officiellement et je venais parfois en remplacement d'un collègue qui n'est pas disponible et qui me disait, bon, j'ai une garde ce soir-là, mais comme je ne serai pas là, est-ce que tu peux venir me remplacer? Donc, ce qui fait que sur un mois, tu pouvais avoir 5 gardes, 6 gardes, 7 gardes, et du coup, à la fin du mois, j'avais les 30 000, 35 000. Donc, je vivais chez mes parents, dans ma même chambre, comme lorsque j'étais encore étudiant. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que un jour, je suis donc de garde, je reçois l'information selon laquelle je n'ai pas réussi au concours. Et je me pose la question, qu'est-ce que je vais donc faire de ma vie, en fait? Et c'est le même soir-là où je prends dans mon ordinateur, je crée la page Facebook SOS Médecins Cameroun. Parce que c'est le projet sur lequel je travaillais déjà avec mes collègues médecins depuis presque 2 ans. Et je me dis, ok, je n'ai plus le choix, il faut lancer ce projet. Surtout que mes collègues avec lesquels je travaillais dessus, certains avaient passé le concours d'intégration. Ils avaient déjà leur matricule. Je me trouvais un peu comme seul. J'étais bien un peu perdu. Donc autant mieux, je me lance. Puisque si je ne me lance pas, c'est la mort. Parfois, on se lance parce qu'on n'a plus de choix. On se dit, soit je me lance, soit c'est foutu. Et c'est la situation dans laquelle je me trouvais. Donc c'est comme ça que je crée la page Facebook SOS Médecins Cameroun. L'avantage que j'avais, c'est le fait que quand j'étais très passionné d'informatique, très passionné de tout ce qui est digital, moi j'ai eu l'opportunité lorsque j'étais en 4e que mon père soit allé aux États-Unis, il était rentré avec un ordinateur. Donc en 4e à la maison, on avait un gros ordinateur dans la tente de mon père. Quand il rentre le soir, il il y avait 1 ou 2 heures où je pouvais travailler dessus. Et ce qui était magnifique, c'est qu'il avait réussi à nous mettre la connexion Internet. On avait une connexion Internet qui était particulièrement lente, mais à cette époque-là, c'était le trésor avec les logiciels comme Microsoft, Encarta, pour ceux qui connaissent. Du moins, j'ai commencé à apprendre l'ordinateur. Mon père, très tôt, peut-être avait compris l'importance de l'informatique. Donc, il nous avait pris un enseignant de saisie sur le clavier. Donc, tous les jours, il y a quelqu'un qui venait à la maison nous apprendre la saisie sur le clavier. Ça, par exemple, aujourd'hui, je saisis très vite sur le clavier sans regarder parce que je fais ça depuis que je suis tout petit. Donc, la programmation, c'est quelque chose que j'ai appris depuis de nombreuses années. Donc, j'étais déjà un peu éveillé en informatique. Donc, quand je crée la page Facebook, je sais déjà qu'avec la page Facebook, je peux faire des publicités. Mon petit frère, à cette époque, était déjà allé aux États-Unis. Aujourd'hui, les pharmaciens là-bas aux États-Unis. Donc, qu'est-ce que je faisais? Je lui avais demandé de me créer un compte PayPal. Il avait créé un compte PayPal là-bas. Ce qui fait que quand je faisais des gardes et j'avais un peu d'argent, je lui envoyais cet argent ou parfois il me soutenait, il mettait de l'argent dans le compte PayPal. Et j'avais donc créé un compte publicitaire sur Facebook pour faire des publicités. Tu t'imagines, nous sommes en 2015. Je crée une page Facebook. Je donne des conseils sur la santé en ligne. On était l'une des seules pages qui faisait ça. Et la publicité à cette époque-là coûtait moins cher. Et sur Facebook, quand tu faisais une publication et tu mettais $1, mais attends, ça pouvait te toucher des milliers et des milliers de personnes. Du coup, à cette époque-là, j'étais un peu comme un pionnier. Il n'y avait pas beaucoup de personnes qui faisaient ça. Et ça a commencé à marcher du tonnerre. Parce que ma grande soeur étant aussi aux États-Unis, ma mère me dit, bon, étant donné que toi, tu ne fais que lire depuis, voilà un petit capital qui peut t'aider. Elle m'a donné 300 000 francs. J'ai envoyé à ma grande soeur, m'a acheté dans un sac que j'ai floqué SOS Médecins, les tensiomètres, des thermomètres, tout ça, du moins le nécessaire pour consulter à domicile. Et c'est comme ça que je commence avec Facebook. Et en quelques semaines, ça commence à prendre de manière incroyable. J'ai des personnes qui me contactent, je discute avec des patients, je vais consulter à domicile. Bien sûr, je prends les précautions. Il y a les quartiers où on va appeler la nuit. Je disais que non, tous nos médecins sont déjà sur les terrains. Et si tu m'appelles à la briqueterie avec des idées qui impactent, je dis que non, c'est mieux d'aller à l'hôpital central, c'est à côté. Donc, ça a commencé à très bien marcher. Et du coup, je me suis dit, ça dépasse déjà mes capacités parce que parfois par jour, on pouvait recevoir 30 coups de fil, 40 coups de fil des personnes qui voulaient bénéficier de vos services. Un jour, je réunis donc quelques collègues médecins chez nous à Etoudi. Puisque je vivais toujours chez mes parents, je leur dis, les gars, moi je trouve que j'ai un
un business sous la main qu'on peut faire ensemble et je leur présente dans le projet. Certains ont adhéré. C'est comme ça qu'on a donc créé ensemble SOS Médecins Cameroun, cette fois de manière officielle. Au départ, je le faisais seul. On a légalisé les documents. J'avais mon grand frère qui avait un bureau à Bastos, dont on squattait ce bureau lorsqu'il n'était pas là. Et c'est comme ça que mon aventure entrepreneuriale a débuté en 2015. C'est là que vous avez compris que être intelligent, ce n'était plus suffisant. Hélas. Il fallait... Non, à tout prix, très intelligent, lis-le tous les jours. Donc, la vérité, c'est que quand tu expliques, n'est-ce pas, et à une personne qui n'est pas passée peut-être par là, qui n'a pas vécu ces genres de scénarios, la personne va rarement comprendre. On va te dire, mais tu es médecin, tu es déjà docteur, tu es censé être accompli dans la vie. Moi, c'est ce que mes parents croyaient aussi. Sauf que moi, j'ai sauté un peu du bus là un peu plus tôt. Au moins toi, tu as attendu finir 7e année. J'étais en 4e année et j'avais déjà vu que faculté de médecine à l'université Yaoundé 1, FMSB. Et j'avais déjà compris, je voyais déjà les aînés que ça ne donnait pas. Mais est-ce que c'est mauvais? Mais vraiment, c'est pas forcément ça. Il y a plusieurs. Comme vous avez terminé, ça veut dire qu'il y a des gens qui terminent, il y a des gens qui créent des projets dans la médecine et ça réussit comme vous avez fait. Du coup, ça ne veut en aucun cas dire que la médecine, c'est pas un bon domaine. Pas du tout. Parce que vous avez créé un problème, un business ou une activité de consultation à domicile qui a donné, si vous n'avez pas fini l'école, c'est pas possible. Mais certaines écoles, ce n'est pas aussi pour tout le monde. Du coup, moi, j'avais compris que ce n'est pas pour moi. Parce que je peux être heureux le matin. Je me lève, j'arrive à l'école. Dès que je mets le pied à l'intérieur du campus, à dépression, au même moment. Du coup, j'ai compris une fois qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et déjà, à ce moment, j'aimais déjà plusieurs choses dans le digital, le design et tout. Bon, en passant, je pense que je me suis présenté aujourd'hui. Bon, moi, c'est Fabrice. Je me nomme directeur créatif, ce que je préfère, parce que je crée des solutions pour mes clients, pour atteindre leur cible. J'ai une agence de communication qui s'appelle New Vision Creative Agency et un studio de création où nous sommes là. Et bref, je vais laisser ce discours, on peut en parler après. J'ai une autre question pour vous. Est-ce que quand vous avez lancé votre projet, penses-tu que le gouvernement est heureux du fait que tu t'es lancé? C'est-à-dire, ils disent que non, on a notre enfant là, il s'est lancé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que tu penses que c'est ce qu'ils se disent? Alors, c'est une très belle question et je voudrais déjà embrayer par rapport à ton parcours pour dire que je le trouve particulièrement brillant et courageux. Et peut-être on fera un autre podcast dans lequel c'est plutôt moi qui vais que publier les questions. Bien sûr, je trouve aussi le courage que tu as de pouvoir mener le podcast en français parce que peut-être beaucoup de personnes ne savent pas que tu es d'expression, au fond du moins, ça c'est culture anglo-saxonne. Moi, ce que je dirais, est-ce que le gouvernement a trouvé que c'était pertinent, il faut encourager? Je préfère dire que je ne sais pas. Je vais juste te parler des faits. Est-ce que le gouvernement nous a soutenus directement? Je dirais non. Je préfère dire directement non. Peut-être indirectement, mais directement non. Pourquoi je dis indirectement? Ils auraient pu interdire ce qu'on fait. Ça, c'est très possible. Surtout qu'au départ, j'ai envie de dire que ce qu'on faisait, je ne vais pas dire que c'était illégal, mais étant donné qu'il y avait un vide juridique, ça faisait en sorte qu'il n'y avait pas un cadre réglementaire qui permettait de définir comment est-ce que les consultations à domicile, les prestations à domicile se déroulent. Parce que nous, on faisait principalement de la médecine extra-hospitalière. Donc, consultation à domicile, soins à domicile, couverture sanitaire d'événements. Pour le faire, on avait créé une association. Et étant donné qu'on utilisait le nom SOS Médecins, SOS Médecins, c'est un nom qui est protégé par SOS Médecins France. Parce que quand je faisais mes enquêtes, je me suis rendu compte que c'est un nom protégé. Et pour pouvoir donc utiliser ce nom, il fallait avoir l'autorisation de SOS Médecins. Et donc, j'ai contacté les responsables de SOS Médecins France. Je me suis battu comme j'ai pu pendant plusieurs semaines. J'ai pu avoir le numéro du fondateur. J'ai discuté avec lui par mail et par téléphone. Il m'a donné le contact du responsable de SOS Médecins Sénégal qui s'occupe de tout ce qui avait trait à l'Afrique à cette époque-là. J'ai contacté le responsable de SOS Médecins Sénégal. Je l'ai rencontré une fois lors d'une évacuation sanitaire au Cameroun. Il était venu dans la ville de Douala. On a échangé. Il nous a fait comprendre qu'on peut utiliser ce nom. Une autre facilité qu'on a eue, c'est le fait qu'au Cameroun, il existait déjà une personne qui avait utilisé ce nom pour continuer ce concept mais avait abandonné. Donc nous avons pu rencontrer cette personne et on a eu un apport. La personne nous a cédé le nom en nous disant vous pouvez continuer à utiliser ce nom-là. Mais c'est là où on a modifié dans les statuts et on a commencé à utiliser ce nom. Souffre, c'est normal. Tu vois, c'est ton tour de souffrir. J'ai une certaine expertise. Je peux apporter mon savoir-faire dans tel chose. Maintenant, on s'en fout de tout. Il a réussi même à entrer à la FMSB ou même dans une faculté privée qui coûte très cher. Aujourd'hui, c'est près d'1 500 000 par an. Parce que moi, j'ai eu à dormir aussi pour 3 000 francs. Il y a des endroits où c'était 7 000 francs. Dans des endroits très huppés, c'est 10 000 francs. Parfois 15 000 pour les spécialistes.
Donc, du coup, pour un jeune qui souffre actuellement, qui recherche des financements, je lui dirais, souffre, c'est normal. Tu vois, c'est ton tour de souffrir. Voilà. C'est tout. Maintenant, dans cette souffrance, tu dois comprendre qu'on apprend mieux de la souffrance que du succès. C'est quand tu souffres que tu te poses de vraies questions. D'ailleurs, quand tu souffres, c'est bien parce que tu jeûnes, ce qui est bon pour la santé. Puisque tu n'as pas l'argent pour aller dans un restaurant manger des produits toxiques de 50 000. Puisque si tu avais l'argent, tu devais aller au restaurant, acheter des gros plats, manger la mayonnaise et tout ça, je sais pas trop quoi, prendre du poids. C'est dangereux pour ta santé. Donc le fait que tu souffres, c'est bien. Parce que tu manges moins, ce qui est bon pour ton organisme. Tu réfléchis plus, ce qui est bon pour muscler ton cerveau. Comme tu lis l'heure là, ça va te permettre d'apprendre l'humilité. Parce que quand tu lis l'heure, ça fait que tu ne peux pas avoir le gros dos. Tu vas avoir le gros dos devant qui? Parce que tu ne peux pas aller quelque part et puis tu as le gros dos puisque tu n'as rien. Donc du coup, c'est une période durant laquelle tu dois développer l'humilité, tu dois développer la simplicité, tu dois réfléchir sur qu'est-ce que je sais faire. Et si je ne sais rien faire, j'apprends. Aujourd'hui, Internet permet de tout apprendre. Moi, ce que j'ai appris aujourd'hui, ce que je sais faire aujourd'hui, j'ai pas appris l'entrepreneuriat en fac de médecine. J'ai pas appris le marketing en fac de médecine. J'ai pas appris à vendre en fac de médecine. Je n'ai pas appris l'art oratoire en fac de médecine. Aujourd'hui, si tu m'invites à ce podcast, ce n'est pas en tant que médecin. Parce que si je n'étais que médecin, bon, il y a des milliers de médecins au Cameroun, beaucoup plus performants que moi, qui auraient pu mieux parler de la médecine. Si tu m'invites aujourd'hui, c'est pour d'autres qualités que j'ai développées en dehors de l'école. Ça veut dire que ça peut se faire. Et moi, j'ai réussi à le faire avec Internet. Et aujourd'hui, Internet, bien que dans notre pays, ça coûte cher, très cher, il faut le dire, mais au moins, on a l'opportunité de pouvoir y avoir accès depuis son téléphone. Avant, ce n'était pas possible. Moi, j'ai connu la 3G quand j'étais presque en 5e, 6e année de médecine, que la 3G est arrivée au Cameroun. Avant, nous, on fonctionnait avec la 2G, donc tu n'avais presque pas accès à Internet. Oui, avec Nextel, tu n'avais presque pas accès à Internet. Internet était tellement lent. Et du coup, on partait sur Internet uniquement au cyber. Je me rappelle à cette époque, il y avait les cyberlinks qui avaient des connexions Internet plutôt rapides. Ça coûtait aussi cher, mais c'était le prix à payer pour avoir accès à une certaine forme de connexion. Ce n'était pas comme aujourd'hui avec ton téléphone, tu as la 4G. Aujourd'hui, avec ton téléphone, tu regardes des vidéos et tout. Avant, c'était impossible. Tu vas regarder les vidéos. Quand tu avais un peu de connexion, c'était pour télécharger un livre, télécharger rapidement ce que tu vas utiliser quand tu n'as pas de connexion. Donc aujourd'hui, on a la connexion, on a des téléphones, les téléphones qui coûtent de moins en moins cher. Avec 30 000, tu as un téléphone qui se connecte sur Internet. C'est quelque chose d'intéressant. Donc du coup, pour les jeunes qui souffrent et qui recherchent des financements, sachez que le financement ou l'argent se décline sous plusieurs formes. Il y a ce qu'on appelle la monnaie, il y a ce qu'on appelle l'argent. Ce n'est pas la même chose. Parce que parfois, quand on parle de l'argent, les gens voient la monnaie. Ça ne signifie pas la même chose. L'argent signifie toute valeur monétaire. C'est ça que signifie l'argent. Donc, quand tu dis « je cherche l'argent », en général, ceux qui disent « je cherche l'argent » sont en réalité en train de dire « je cherche la monnaie fiduciaire ». La monnaie fiduciaire, ce sont les billets. Ça veut dire un billet de 1000 francs, un billet de 5 000, un billet de 10 000. Ça s'appelle la monnaie fiduciaire. Fiduciaire, ça veut dire que c'est physique. On peut physiquement détruire. Mais ce n'est pas la seule forme de monnaie. Il existe aussi une autre forme de monnaie qu'on appelle la monnaie scripturale privée. C'est aussi une forme de monnaie qui est utilisée dans les institutions financières. Mais sauf que l'argent, ce n'est pas seulement la monnaie. Je prends un exemple. L'argent, c'est aussi la crédibilité. Oui, la crédibilité, c'est l'argent. La preuve. Aujourd'hui, je peux prendre mon téléphone, j'écris à quelqu'un, tout de suite, je lui dis, alors, bonjour Audrey, comment tu vas? Je me trouve actuellement dans une situation, je voudrais que tu me fasses un dépôt de 5 000 francs. Je vais te rembourser ça demain. Il y a des personnes à qui, si je fais ce message tout de suite, ces personnes vont immédiatement m'envoyer 5 000 directement, sans réfléchir. Pourquoi est-ce que ces personnes m'envoient 5 000 directement? C'est parce que j'ai une autre forme d'argent qui s'appelle la crédibilité. C'est aussi une forme d'argent à développer. Si tu n'es pas crédible, comment est-ce que tu fais? Pour avoir accès à un certain type d'opportunité. Donc, quand tu dis je cherche l'argent, sache qu'il y a plusieurs formes d'argent. Il y a la monnaie fiduciaire qui sont les billets. Si tu n'as pas la possibilité d'avoir accès aux billets directement, parce que peut-être tu n'as pas encore un talent que tu peux convertir contre de l'argent, tu peux avoir accès à une autre forme d'argent qui est peut-être la crédibilité, qui est peut-être le respect de la parole donnée. Ça veut dire quand tu dis que tu vas faire quelque chose et tu fais vraiment cette chose, et même si tu ne réussis pas à faire cette chose, tu es transparent sur ce qui ne t'a pas permis de le faire et tu expliques comment tu vas faire pour corriger le problème. Ça fait aussi partie de la transparence qui augmente la crédibilité. La crédibilité, c'est une forme d'argent aussi. Donc si aujourd'hui tu n'es pas capable d'avoir 2-3 personnes que tu peux contacter et qui peuvent t'aider à avoir le minimum vital, ça veut dire que C'est grave. l'argent qui s'appelle crédibilité, tu ne l'as pas. Ton compte bancaire crédibilité
crédibilité est à 0 francs ou à moins 500 000 parce que tu n'as pas de crédibilité. Du coup, tu dois développer ta crédibilité. L'autre monnaie aussi, c'est le fait que tu puisses développer ta gratitude et que tu puisses offrir de la gratitude. La gratitude, ça signifie que tu es reconnaissant pour ce que tu as. Tu es reconnaissant pour ce que tu as reçu et en retour, tu témoignes de la gratitude vis-à-vis des personnes qui t'ont soutenu et même vis-à-vis des inconnus. Parce qu'il y a des personnes qui t'ont soutenu aussi que tu ne connais pas. Moi, je prends un exemple. Il y a des gens qui m'ont soutenu mais que je ne connais pas physiquement. C'est pour ça que dans tous mes livres, je les dédicace aux personnes anonymes. Parce que je sais que ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce aussi à des personnes que je ne connais pas, que je ne connaîtrai jamais et que je n'ai jamais vues. Pourquoi? Je peux réaliser une vidéo. Quelqu'un regarde la vidéo, il est intéressé. Il prend son téléphone, il appelle son petit frère. Il dit, je voudrais que samedi, tu ailles dans tel événement, participer à la conférence du docteur Claudel. Ça coûte 10 000. Je t'ai envoyé 20 000 francs sur Orange Money. Tu vas payer le transport avec 10 000 et tu payes 10 000 pour participer. Voilà quelqu'un qui vient de te soutenir mais que tu ne connais pas. Et que peut-être tu ne connaîtras jamais. Et je suis certain que des personnes comme ça, il y en a beaucoup. Du coup, tu penses parfois que ce que tu es, c'est parce que tu travailles beaucoup, c'est parce que tu es trop intelligent, c'est parce que tu es trop fort. Non. Il y a des gens qui t'ont soutenu déjà quand tu es né. Il y a ta mère qui t'a soutenu parce qu'elle a failli donner sa vie. Ensuite, c'est tout un village qui éduque un enfant. Ça veut dire qu'il y a des enfants au quartier qui t'ont éduqué. Il y a des grands frères qui t'ont giflé parfois en te disant que ne parle plus mal à tes parents, donc ils t'ont aussi éduqué. Il y a des personnes qui t'ont soutenu que tu ne connais pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu dois aussi témoigner ta gratitude, même aux inconnus, pour que ces inconnus-là aussi bénéficient de ce que tu as bénéficié d'autres inconnus. Et pour témoigner dans sa gratitude, qui est une autre forme d'argent, parce que la gratitude, c'est aussi de l'argent. Il faut que tu apportes aussi gratuitement ton soutien à certaines personnes. Ça veut dire que qu'importe le niveau que tu as aujourd'hui, tu es supérieur à certaines personnes. Donc, même si tu es un mendiant, il y a des gens qui sont morts. Et que tu es mendiant aujourd'hui, n'est-ce pas? Tu dors dans la rue, mais tu es vivant. Parce qu'il y a des gens qui sont morts hier. Donc déjà, tu es supérieur à eux d'une certaine façon parce que tu as la vie et eux, ils n'en ont plus. Tu manges une fois par jour. Non, il y a des gens qui mangent une fois par semaine. Tu manges 2 fois par jour. Il y a des personnes qui mangent une fois tous les 3 jours. Donc, qu'importe ta situation, il y a toujours quelqu'un qui est inférieur à toi et qui est supérieur à toi. Et comme je dis toujours, nous sommes tous ignorants, mais pas des mêmes choses. Il y a des choses que tu maîtrises, dont je suis totalement ignorant. Il y a des choses que je maîtrise, dont tu es totalement ignorant. Ça veut dire qu'il y a toujours des choses que je peux te partager. Donc, une autre forme d'argent, c'est de pouvoir transmettre de la gratitude aux gens. Qu'est-ce que j'ai que les autres n'ont pas? Comment je peux leur partager ça? Et en partageant cela, tu augmentes dans ton compte bancaire gratitude. Et ce compte bancaire, c'est une autre forme d'argent qui va te ramener des bénédictions. Et sur le plan spirituel, ça se vérifie. Donc ici, je voudrais faire comprendre qu'il existe plusieurs formes d'argent. Et un jeune qui n'a pas d'argent doit faire déjà une évaluation, un diagnostic de ses différents comptes bancaires. Mon compte bancaire monnaie fiduciaire est à combien? C'est-à-dire les billets. Il est à 0 francs. D'accord? Donc je n'ai pas d'argent fiduciaire. Mon compte bancaire crédibilité est à combien? Ça veut dire dans mon téléphone, il y a combien de personnes que je peux contacter qui peuvent me débloquer une situation urgemment? Il est à 0. Ça veut dire que je dois travailler dessus. Mon compte bancaire gratitude est à combien? Ce mois, j'ai accompagné combien de personnes? Et pour ça, il faut faire ce qu'on appelle les exercices de gratitude. Ça veut dire que chaque semaine, tu dois te dire, cette semaine, je dois accompagner 5 personnes gratuitement à atteindre un objectif grâce à ce que je sais faire. C'est comme ça que sur chacun de ces aspects, tu vas donc développer de l'argent et progressivement obtenir des financements qui ne sont pas juste des biais, mais qui parfois sont juste de la crédibilité. Moi, c'est ce que j'ai utilisé pour pouvoir convaincre des personnes à nous rejoindre dans des projets. Wow, c'est super intéressant. Une chose que j'ai remarqué, c'est que ce que vous dites est très... On peut vite comprendre de quoi vous parlez par rapport à... Non, il faut prendre un prêt à la banque, il faut déposer, il faut créer un bon projet. Des trucs qu'on nous raconte à la fin de la journée. Comment est-ce que tu peux me dire que tu étais en difficulté et tu as demandé qu'on te prête de l'argent et ton père t'a prêté $300 000? Il a peu. Tu vivais bien. Oui. Bon, ça veut donc dire, en résumé, que quand on n'a pas l'argent physique, il faut qu'on apprenne. Oui. Il faut qu'on gagne en compétences. Oui. Je résume ce que vous avez expliqué. Il faut qu'on essaye de développer et augmenter notre crédibilité. Très Il ne faut important. pas que tu prends ton téléphone, tu dis, bonjour, est-ce que tu peux m'aider avec 2000? J'attends un argent là. Et il ne s'agit pas d'être un mendiant, parce que je le précise. Il ne s'agit pas d'être un mendiant. Parce que quand je dis développer sa crédibilité, la personne que je contacte pour dire à cette personne, est-ce que tu peux m'envoyer 5 000 francs, je vais te rembourser dans 5-6 jours. En fait, c'est quelqu'un à qui j'ai déjà témoigné de la gratitude plusieurs fois. C'est quelqu'un que j'ai déjà accompagné. C'est quelqu'un à qui j'ai déjà apporté de la valeur, dont je ne suis pas en train de mendier.
C'est juste une compensation d'un travail que j'ai déjà fait. Parce qu'il ne faudrait pas que des gens comprennent ça comme si il faut avoir des gens chez qui tu mendies. Puisqu'à un moment donné, ils vont plus répondre, en fait. En fait, tu jouis juste de la gratuité que tu as donnée, Exactement. ce que tu as transmis. Parce que si tu n'as rien donné, vas recevoir quoi? On va te dire qu'on attend un argent. Oui. Donc, si aujourd'hui tu n'as pas de compétences, c'est que Dr. Couleur dit, il faut apprendre. Oui. Il faut gagner en compétences. Oui. Il faut donner aux gens. Absolument. Si tu n'as rien, donne ce que tu connais. Si tu es fort, va aider la mère à porter son bois. Oui. Tu l'amènes à la maison. Je pense que c'est ça. Et si tu ne fais pas ça, tu vas souffrir. Puis quand on ne sème pas, on ne récolte rien. Et après avoir souffert, tu vas mourir. Oui. Et Et la vie va continuer normalement et mieux qu'avant. On va toujours marcher. On va toujours faire l'amour, C'est toujours rire après ta mort, et même pendant ta mort, on va rire. Tu vois que le pain n'était pas bien chargé. Ça, c'est un mauvais deuil. C'était un bon deuil. Oui, pendant ton deuil, les gens vont se moquer de ton deuil. Parce que tu ne valais rien du tout. En tout cas, est-ce que vous pensez que le problème réel, ça c'est une question vraiment très bizarre, est-ce que vous pensez que le problème du pays ici, c'est le chômage? Est-ce que c'est vraiment ça le problème? Alors, c'est une question philosophique, mais je vais me battre pour y répondre de la manière la plus simple. Est-ce que je pense que le problème de notre pays, c'est le chômage? En tout cas, ce n'est pas le seul problème et ce n'est même pas le problème le plus important. Je m'explique. Le chômage, c'est un problème. Ça, il faut le dire clairement, mais ce n'est pas le seul problème et ce n'est pas le problème le plus important. Je vais même être un peu radical et bizarre. J'estime que le chômage est très bien pour notre pays. D'accord. Pour plusieurs raisons. Déjà, quand tu chômes, tu lis l'heure, n'est-ce pas? Et c'est la meilleure période de ta vie. Parce que quand tu lis l'heure, tu réfléchis. Quand tu lis l'heure, tu te poses des vraies questions sur ta vie. Parce que quand tu manges, tu bois, tu t'amuses, la vie est simple, tu as l'impression qu'il n'y a pas de problème. Et puis, en fait, tu ne travailles pas. L'expérience a montré que les gens qui ont tout ont plus de risques de tomber dans la dépravation. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain type de questions qui ne se posent plus. Si tu te lèves le matin, tu sais que tu n'as pas de problème de loyer, tu n'as pas de problème de quoi manger, tu n'as pas de problème de ce que tu vas porter. Chaque jour, l'argent que tu as augmente, tes parents ne font que te donner de l'argent. Tu peux aller en vacances où tu veux. Mais à un moment donné, tu vas te dire, bon, il y a des questions que tu ne vas plus te poser et tu vas être coupé de la réalité. Quand tu n'as rien, tu te poses les vraies questions. Tu te dis, pourquoi je suis pauvre? Et c'est une belle question. Parce que si tu te poses bien cette question, tu vas arriver à des solutions qui vont te pousser à travailler un peu plus. Maintenant, malheureusement ou heureusement, en fonction des cas de figure et en fonction de la personne qui analyse, il y a des choses qui nous poussent à ne pas vraiment nous poser ces questions en profondeur. Moi, j'ai toujours l'habitude de citer deux. Il y a l'église qui nous pousse à ne pas nous poser les questions en profondeur. Parce que quand tu dis, pourquoi je suis pauvre? Tu vas à l'église, tu pries, tu confies au Seigneur et tu attends. Tu vois, qu'il envoie la solution. Bon, lui-même, il n'est plus revenu, donc je ne vois pas comment il va t'envoyer la solution. La deuxième chose, c'est que quand tu as fini de confier au Seigneur, tu bois une bière. Et en attendant que la solution vienne, tu vois. Et du coup, ça anesthésie ton cerveau et ça te pousse à penser qu'un jour, la solution va venir. Et ça ne viendra jamais. Tu vas juste mourir et la vie va continuer normalement et mieux qu'avant. Voilà. Ce que j'ai envie de dire, c'est que le chômage est très bien dans plusieurs cas de figure. Déjà, ça pousse ceux qui sont au chômage à trouver des solutions eux-mêmes à leurs problèmes. Et tu dois te battre toi-même. Moi, quand je commençais en ligne au départ, j'ai été tellement insulté par mes collègues médecins. Et là, je suis obligé de le dire. Parce qu'ils estimaient que, mais c'est quoi ces médecins qui sont sur Internet? Les médecins de Facebook. Au lieu d'être à l'hôpital, vous êtes sur Facebook en train de publier des contenus, parler des maladies. Est-ce que ça, c'est la médecine? Allez à l'hôpital. Bon, au départ, je me battais à leur expliquer que, mais la médecine a plusieurs dimensions. Il y a la médecine primordiale et primaire qui intervient avant qu'on ne tombe malade et ça prend en compte la prévention, la sensibilisation. Et c'est ce que nous faisons en ligne. Ça fait partie de la médecine. Il y a la médecine secondaire qui intervient quand on est déjà malade. Oui, là, vous êtes à l'hôpital, vous recevez des patients. Mais sauf qu'elle coûte plus cher. Parce que quand tu reçois déjà quelqu'un qui est malade, déjà dans notre pays, il n'y a pas la sécurité sociale. Il y a le chômage. Donc ça veut dire que les gens n'ont pas de revenus. Et ils tombent malades, c'est trop grave. Puisque quand il arrive à l'hôpital, il faut payer le carnet. Il faut payer la consultation. Après la consultation, il y a les examens à faire. Peut-être on va dire qu'il y a l'hospitalisation. Il n'a pas d'assurance. Il n'a pas de sécurité sociale. Il n'a pas de couverture sanitaire. Il n'a pas de revenus. Il est au chômage. Il va faire comment? Mais il va seulement mourir. Ou il sera obligé de commencer à dire, bon, le roi des herbes, on trouve ça dans quel quartier? Au moins, je peux boire ça et je sais. Il va commencer à faire les jus de feuilles de mangue, les jus de feuilles de papaye. Il va essayer toutes les astuces possibles. Pas parce qu'il aime trop la médecine traditionnelle, hein. Parce qu'il n'a rien. Tu vois combien il est en train d'innover parce qu'il est pauvre et il n'a rien. Et c'est donc ça le problème. Ça, c'est une forme de médecine. Après, il y a la médecine tertiaire qui intervient juste pour gérer les complications ou alors les conséquences d'un certain mal qui s'est installé. Du coup, les médecins ne comprenaient pas le fait qu'on soit en ligne en train de sensibiliser et tout. Sauf qu'aujourd'hui, 10 ans après,
après, je me rends compte que de plus en plus de médecins sont sur Internet. De plus en plus de médecins créent des comptes sur TikTok, sur Facebook et tout. Et chaque fois que je vois un nouveau médecin ou un nouveau professionnel de santé sur Internet, je suis très content parce que je me dis, ça veut dire peut-être que vous êtes déjà enfin en train de comprendre. Bon, comme aussi ça peut être une conséquence de la lecture de l'heure. Parce que quand tu lis l'heure, tu te dis, mais dis, hein, je suis médecin au chômage. Parce que quand tu parles de chômage, ça touche aussi les médecins. J'interpelle ici, par exemple, l'ordre des médecins qui a fait un communiqué dernièrement pour signaler le fait que le chômage des médecins dont on parle depuis plus de 10 ans est en train de prendre des proportions démesurées. Je pense que ça devrait être une problématique qui nous interpelle nous tous. On parle du chômage des médecins. Ça veut dire que quelqu'un est allé en faculté de médecine, il a fait 7 ans. Peut-être s'il était à la FMSB déjà pour entrer à la FMSB, le concours, c'est la magie. Il a réussi même à entrer à la FMSB ou même dans une faculté privée qui coûte très cher. Aujourd'hui, c'est près d'1 500 000 par an, rien que la pension. Il a fréquenté comme ça pendant 7 ans. Il récitait des dizaines de livres par an. Il est sorti et il est au chômage. Mais c'est une situation qui est trop grave. C'est un danger même pour la santé publique. Parce qu'un médecin qui est au chômage, qu'est-ce qu'il va faire comme activité? S'il a les moyens, peut-être il va aller à l'étranger si ses parents peuvent payer. Mais ce n'est pas quelque chose d'ouvert à tout le monde. Pour aller à l'étranger, il faut beaucoup d'argent. Il prend l'argent ou peut-être si ses parents ont les moyens. Est-ce qu'il peut ouvrir une clinique? Non. Parce qu'il faut beaucoup d'argent pour ouvrir une clinique. Et il n'a même pas l'expertise pour commencer à ouvrir une clinique directement. Il n'a pas de travail. Il va faire quoi? C'est grave. C'est extrêmement grave. Il risque même de commencer à devenir dangereux pour les patients. Parce qu'un médecin qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de travail, qui vit chez ses parents, qui a sa copine, qui peut-être a eu 1 ou 2 enfants en faculté de médecine, il a besoin d'argent. Il est dans 2 tontines. Il est à pied parce qu'il ne peut pas s'acheter une voiture. Il est sur la moto tous les jours. Ses patients le voient sur la moto avec la sueur. Il arrive à l'hôpital avec une grosse serviette parce qu'il sort de la moto. Ses patients voient comment le médecin souffre. Déjà que ça réduit la crédibilité du médecin. Parce que si tu es un patient, tu vois comment ton médecin arrive à l'hôpital avec la sueur partout sur lui, sans mauvais. Tu vois comment il lit l'heure, sa chemise est sale. Stressé. Et tu te dis, mais c'est lui qui va me soigner. Non, ce n'est pas. Il doit d'abord se soigner lui-même, tu vois. Puisqu'il n'a pas d'ailleurs trouvé de solution pour lui-même. Il va me soigner comment? Même si tu es très intelligent, si le brandy ne correspond pas à ton intelligence, ça ne passe pas. Donc du coup, le médecin est clochardisé. Et c'est quelque chose d'extrêmement grave. Ça entraîne déjà la fuite des cerveaux. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que seulement en France, il y a plus de médecins camerounais que dans tout le Cameroun réuni. Je parle seulement de la France et je ne parle pas de toute la diaspora. Je dis les médecins camerounais qui sont en France sont plus nombreux que tous les médecins camerounais inscrits à l'Ordre national des médecins du Cameroun. Ils sont plus nombreux en France. Parce que la fuite des cerveaux est catastrophique dans l'univers médical, surtout concernant les médecins. Donc un médecin qui est au chômage, c'est quelque chose de grave parce que ça le rend dangereux. Parce que s'il n'a pas une certaine conscience professionnelle, une certaine éthique, mais attends, il va voir le patient comme un client. Parce que chaque fois qu'il va voir le patient, il va se dire, mais attends, c'est lui qui va m'aider à payer ma tontine ce week-end. C'est lui qui doit m'aider à payer le loyer. C'est lui qui doit m'aider à faire telle chose. Donc parfois, c'est aussi la lecture de l'heure qui a conduit les médecins à se mettre aussi en ligne et les professionnels de santé. Mais ça me plaît parce que même si c'est le cas, au moins ça participe à cette sensibilisation, à cette émulation qui permet à ces professionnels de santé de pouvoir apporter leur contribution. Donc pour moi, je dirais que le chômage, c'est une bonne chose aussi dans ce sens-là parce que ça nous permet de nous poser les bonnes questions. Ça fait aussi en sorte que les entrepreneurs ont un grand avantage parce que quand le taux de chômage est très élevé, l'entrepreneur est content puisque la main-d'œuvre est moins chère. Parce que quand tu es au chômage, tu es moins exigeant. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, il y a des médecins, par exemple, qui touchent 50 000 par mois, parfois moins. Pourquoi est-ce qu'un médecin peut être recruté? On lui donne 50 000 par mois, il accepte. C'est parce qu'il y a le taux de chômage trop élevé, non? Parce que s'il se dit, si je n'accepte pas, je vais faire quoi? Je reste à la maison, je ne fais rien. Au moins, je garde la main. Et du coup, tu vois qu'il devient moins exigeant. Parce qu'avant, il aurait dit non, je suis médecin. J'ai fait 7 ans en faculté de médecine. J'ai une certaine expertise. Je peux apporter mon savoir-faire dans tel chose. Maintenant, on s'en fout de tout ça. On te dit, si tu refuses, il y a 200 dehors qui sont prêts à travailler gratuitement juste pour ne pas perdre la main. Du coup, tu acceptes 50 000. Dans le taux de chômage baisse aussi les coûts en ce qui concerne les charges de recrutement. Donc, c'est un avantage pour les entrepreneurs. C'est un avantage pour ceux qui sont au chômage parce qu'ils doivent lire, se poser les vraies questions et eux-mêmes travailler pour résoudre leurs problèmes. Maintenant, c'est clair que c'est une condition aussi pour l'insécurité. Et là, c'est aussi un risque. Parce que quand des gens sont déjà au chômage, ils se rendent compte que, mais attends, nous sommes au chômage. Ceux qui sont au pouvoir ou ceux qui dirigent ont des milliards. On dit tout le temps qu'ils ont volé des milliards. À un moment donné, ça peut créer une forme de rébellion. Et les gens entrent dans l'insécurité, dans le grand banditisme. Les gens commencent à poser des actions dangereuses qui peuvent être néfastes parce que la responsabilité du chômage vient de 2 causes. On a la cause directe
qui vient des chômeurs. Et aussi, on a la cause qui provient de nos dirigeants, globalement, parce que c'est à eux de mettre en cadre, ou du moins de mettre en place le cadre nécessaire qui permet de pouvoir travailler dans des conditions optimales. Donc, voilà comment je pourrais analyser le chômage. Et pour conclure sur cette question, je dirais que dans un pays, tous les jours, on dit qu'on veut que le pays soit développé. On veut que notre pays se développe. Oui. Mais pour que quelque chose se développe, il faut qu'on puisse semer, il faut qu'on puisse produire, afin que cette production permette le développement. Dans un pays qui sème, ce ne sont pas les politiciens sèment quoi? Puisque parfois, il n'a même pas de travail. Et son travail, c'est la politique. Dans un pays, ceux qui sèment, ce sont les entrepreneurs. Ce sont les entrepreneurs qui produisent la richesse. Le fonctionnaire, c'est juste un gestionnaire de la richesse produite par les entrepreneurs. L'entrepreneur, c'est un créateur de richesse. Il se lève un matin, il se dit, je vais créer, par exemple, une agence de com. Cette agence de com doit apporter des services de com aux entreprises. Donc, il vient de créer une initiative. Cette initiative-là lui permet de développer des offres de services. Ces services-là, il les propose aux entreprises. Ça veut dire qu'il valorise son talent et son expertise. Ces entreprises-là lui donnent donc de l'argent en compensation de ce talent qu'il apporte. Donc, il vient de créer de la richesse. Quand il crée cette richesse, qu'est-ce que le fonctionnaire fait? Le fonctionnaire vient taxer une richesse qui existe déjà grâce à l'entrepreneur. Donc, le fonctionnaire vient dire, OK, on va prélever les impôts, on va prélever la douane, on va prélever la taxe de telle chose, telle chose, telle chose. Et ce sont ces prélèvements-là qui permettent de payer même les salaires des fonctionnaires, de construire les routes, de construire les hôpitaux, ainsi de suite. Parce que cette richesse va permettre de pouvoir faire des initiatives. Maintenant, c'est clair qu'il y a aussi la corruption, parce que parfois, cette richesse créée est prélevée et détournée. Malheureusement, c'est pour ça que la corruption, c'est aussi un fléau très important. Mais sans les entrepreneurs, on n'a pas de développement. Donc, le chômage aussi, parfois, pousse les gens à entreprendre. Et c'est aussi une bonne chose. Parce que c'est la lecture de l'heure, parfois, qui te pousse à te dire que, mais est-ce que je ne peux pas vendre les chaussures? C'est vrai que j'ai fait la médecine, mais et si je vendais les chaussures aussi? Voilà. Tu vois, c'est pour ça que tu vas voir les médecins aujourd'hui qui deviennent community manager. Tu vois, un ingénieur, par exemple, qui aujourd'hui vend les beignets. Tu vois, on va dire que non, c'est une activité dégradante. Non, ce n'est pas dégradant. Il produit de la richesse. Puisque pour faire ces beignets, il prend une matière première qui s'appelle le maïs, qui était une matière première brute. Il transforme cette matière première en farine. Ça veut dire qu'il vient d'apporter ce qu'on appelle la plus-value ou la valeur ajoutée. Donc, il a déjà commencé le processus de création de richesse. Parce que le maïs et la farine a une valeur plus importante que le maïs. La farine coûte plus cher que le maïs brut. Donc, quand on passe du maïs brut à la farine, on a déjà créé de la richesse parce qu'on a transformé pour apporter une valeur. Donc, lui qui vend les beignets là, il est en train de créer de la richesse. Et cette richesse-là va lui permettre de capter une plus-value pour lui-même et ça va permettre au gouvernement ou à l'État de prélever une partie de cette richesse pour faire fonctionner le pays. Maintenant, lui aussi, avec cette richesse, il va recruter des personnes. Donc, il est en train de contribuer à réduire le chômage. Avec cette richesse, il va se développer lui-même. Et quand il se développe lui-même, ça veut dire que ça garantit aussi à ce que sa famille soit développée. Il va payer l'école pour ses enfants. Ça va augmenter le taux de scolarisation. Il va s'occuper de sa femme. Il va s'occuper de sa belle famille, ainsi de suite. Donc, les entrepreneurs sont le trésor du développement d'un pays. Et ces entrepreneurs-là, parfois, sont créés grâce à la lecture de l'heure qui découle du chômage. Donc, moi, je trouve que le chômage, d'une part, est dangereux parce que ceux qui ne sont pas résilients peuvent être détruits par cela et ça peut les pousser dans des travers. Mais d'une autre part, moi, j'ai appris, même par mon parcours, que c'est dans des périodes de turbulence, dans des périodes difficiles. La preuve, je me suis lancé, pourquoi? Parce que j'étais au chômage. C'est aussi mon histoire. J'ai fait le concours d'intégration, je n'ai pas passé. J'étais de garde en remplacement d'un collègue à l'hôpital. Après, je me suis dit, mais attends, autant mieux me lancer aussi une fois en entrepreneuriat et je me suis lancé grâce au chômage. S'il n'y avait pas le chômage, si j'avais eu mon concours, j'avais eu mon matricule, c'est que je ne serais pas dans ce podcast. Je serais dans un hôpital à, je sais pas, à Tcholéré quelque part où je sais pas où, en train de faire ma médecine calmement et jongler jusqu'au jour où je vais mourir dans l'anonymat, tu vois. Oui. Donc, il a fallu cette frustration profonde découlant du chômage, de la lecture de l'heure, pour que je me lève et je me dise, mais attends, les choses doivent changer. Et c'est la même chose que les jeunes qui sont au chômage doivent faire. C'est vrai que le chômage ne touche pas seulement les jeunes, mais tous ceux qui souffrent, que ce soit du chômage ou de d'autres formes de souffrance, doivent comprendre que le plus grand carburant d'un entrepreneur, c'est la frustration. Donc, ils doivent transformer cette frustration-là en un carburant qui va les pousser à entreprendre et à changer leur vie. Pour que quelque chose se développe, il faut qu'on puisse semer, il faut qu'on puisse produire, afin que cette production permette le développement. Parce que plus on a des créateurs de richesse et plus on aura de la richesse, et plus on a de la richesse, plus on pourra développer, parce que cette richesse va permettre de pouvoir faire des initiatives. C'est le manque de compétences. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, chaque jour, j'ai besoin de la main d'œuvre. Chaque jour, je cherche tel profil. Je ne trouve pas. Est-ce que je pense que le problème de notre pays, c'est le chômage? En tout cas, ce n'est pas le seul problème. Et ce n'est même pas le problème le plus important. Dans un pays, tous les jours, on dit qu'on veut que le pays soit développé. On veut que notre pays se développe. Mais pour que quelque chose se développe,
il faut qu'on puisse semer, il faut qu'on puisse produire afin que cette production permette le développement. Dans un pays qui sème, ce ne sont pas les politiciens sèment quoi? Puisque parfois il n'a même pas de travail. Et son travail c'est la politique. Dans un pays, ceux qui sèment, ce sont les entrepreneurs. Ce sont les entrepreneurs qui produisent de la richesse. Le fonctionnaire, c'est juste un gestionnaire de la richesse produite par les entrepreneurs. L'entrepreneur, c'est un créateur de richesse. Donc, il se lève un matin, il se dit, je vais créer par exemple une agence de com. Cette agence de com doit apporter des services de com aux entreprises. Donc, il vient de créer une initiative. Cette initiative-là lui permet de développer des offres de services. Ces services-là, il les propose aux entreprises. Ça veut dire qu'il valorise son talent et son expertise. Ces entreprises-là lui donnent donc de l'argent en compensation de ce talent qu'il apporte. Donc, il vient de créer de la richesse. Quand il crée cette richesse, qu'est-ce que le fonctionnaire fait? Le fonctionnaire vient taxer une richesse qui existe déjà grâce à l'entrepreneur. Donc, le fonctionnaire vient dire, OK, on va prélever les impôts, on va prélever la douane, on va prélever la taxe de telle chose, telle chose, telle chose. Et ce sont ces prélèvements-là qui permettent de payer même les salaires des fonctionnaires, de construire les routes, de construire les hôpitaux, ainsi de suite. Ça veut dire que pour qu'un pays se développe, il faut qu'il y ait des créateurs de richesse. Parce que plus on a des créateurs de richesse et plus on aura de la richesse, et plus on a de la richesse, plus on pourra développer parce que cette richesse va permettre de pouvoir faire des initiatives. Maintenant, c'est clair qu'il y a aussi la corruption parce que parfois cette richesse créée est prélevée et détournée. Malheureusement, c'est pour ça que la corruption, c'est aussi un fléau très important. Mais sans les entrepreneurs, on n'a pas de développement. Donc le chômage aussi, parfois, pousse les gens à entreprendre et c'est aussi une bonne chose. Parce que c'est la lecture de l'heure parfois qui te pousse à te dire que mais est-ce que je ne peux pas vendre les chaussures? C'est vrai que j'ai fait la médecine, mais et si je vendais les chaussures aussi? Tu vois, c'est pour ça que tu vas voir les médecins aujourd'hui qui deviennent community manager. Tu vois un ingénieur par exemple qui aujourd'hui vend les beignets. On va dire que non, c'est une activité dégradante. Non, ce n'est pas dégradant. Il produit de la richesse. Puisque pour faire ces beignets, il prend une matière première qui s'appelle le maïs, qui était une matière première brute. Il transforme cette matière première en farine. Ça veut dire qu'il vient d'apporter ce qu'on appelle la plus-value ou la valeur ajoutée. Donc, il a déjà commencé le processus de création de richesse. Parce que le maïs et la farine a une valeur plus importante que le maïs. La farine coûte plus cher que le maïs brut. Donc, quand on passe du maïs brut à la farine, on a déjà créé de la richesse parce qu'on a transformé pour apporter une valeur. Mais il ne s'arrête pas à la farine. Il passe au beignet. Il transforme la farine en beignet. Donc, il a encore augmenté de la valeur. Donc, le beignet final de maïs là coûte encore plus cher que la farine qui coûtait déjà plus cher que le maïs brut. Donc, lui qui vend les beignets là, il est en train de créer de la richesse. Et cette richesse là va lui permettre de capter une plus-value pour lui-même. Et ça va permettre au gouvernement ou à l'État de prélever une partie de cette richesse pour faire fonctionner le pays. Maintenant, lui aussi, avec cette richesse, il va recruter des personnes. Donc, il est en train de contribuer à réduire le chômage. Avec cette richesse, il va se développer lui-même. Et quand il se développe lui-même, ça veut dire que ça garantit aussi à ce que sa famille soit développée. Il va payer l'école pour ses enfants. Ça va augmenter le taux de scolarisation. Il va s'occuper de sa femme. Il va s'occuper de sa belle famille, ainsi de suite. Donc, les entrepreneurs sont le trésor du développement d'un pays. Et ces entrepreneurs-là, parfois, sont créés grâce à la lecture de l'heure qui découle du chômage. Oui. Donc, moi, je trouve que le chômage, d'une part, est dangereux parce que ceux qui ne sont pas résilients peuvent être détruits par cela et ça peut les pousser dans des travers. Mais d'une autre part, moi, j'ai appris, même par mon parcours, que c'est dans des périodes de turbulence, dans des périodes difficiles. La preuve, je me suis lancé pourquoi? Parce que j'étais au chômage. C'est aussi mon histoire. J'ai fait le concours d'intégration, je n'ai pas passé. J'étais de garde en remplacement d'un collègue à l'hôpital. Après, je me suis dit, mais attends, autant mieux me lancer aussi une fois en entrepreneuriat. Et je me suis lancé grâce au chômage. S'il n'y avait pas le chômage, si j'avais eu mon concours, j'avais eu mon matricule, c'est que je ne serais pas dans ce podcast. Je serais dans un hôpital à, je sais pas, à Tcholéré quelque part, ou je sais pas où, en train de faire ma médecine calmement et jongler jusqu'au jour où je vais mourir dans l'anonymat, tu vois. Donc, il a fallu cette frustration profonde découlant du chômage, de la lecture de l'heure, pour que je me lève et je me dise, mais attends, les choses doivent changer. Et c'est la même chose que les jeunes qui sont au chômage doivent faire. C'est vrai que le chômage ne touche pas seulement les jeunes, mais tous ceux qui souffrent, que ce soit du chômage ou de d'autres formes de souffrance, doivent comprendre que le plus grand carburant d'un entrepreneur, c'est la frustration. Donc, ils doivent transformer cette frustration-là en un carburant qui va les pousser à entreprendre et à changer leur vie. Merci beaucoup pour l'intervention. J'aimerais que tu me poses la même question. Okay. Moi, je vais répondre ça à ma manière. Oui. Déjà, je mets un peu les médecins de côté, parce que ça, c'est un peu différent. Pose-moi la même question. Oui, moi, j'aimerais savoir quel est ton point de vue, quelle est l'analyse que tu fais, ou peut-être quelle est ton expérience personnelle en ce qui concerne le chômage. Parce que tu as dit tout à l'heure que tu as arrêté la fac de médecine en 4e année. Je tiens à préciser que tu étais à la FMSB. Quand tu vas dire ça, ça va déjà choquer les gens, parce qu'il y a des gens là actuellement qui sont en train de faire le concours de la FMSB depuis 3 ans, depuis 4 ans. Leur rêve, c'est d'entrer à la FMSB. Donc, quand ils voient quelqu'un entrer à la FMSB, sortir de la FMSB, après 4 ans, pour commencer à dire que je suis directeur créatif, je fais les visuels, pour eux, ils vont se dire que tu es fou. Donc, du coup, qu'est-ce que toi déjà, tu
tu penses de cela? Et par rapport au chômage, comment est-ce que tu entrevois le chômage dans un pays? Ok, déjà, à l'exception de certains domaines très spécifiques que je ne vais pas mentionner, je ne crois pas que le chômage est un problème. Je ne pense même pas que le chômage existe. Je pense que le problème, ce qui existe, c'est le manque de compétences. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, chaque jour, j'ai besoin de la main-d'œuvre. Chaque jour, je cherche tel profil. Je ne trouve pas. Tu peux lancer un recrutement, tu sponsorises même pour que 100 000 personnes, ouais, tu vas avoir des CV, des longs discours. Quand on va regarder tout ça, on va scanner, on va rien voir. Aucune compétence, des trucs médiocres. Du coup, je pense que le problème du jeune Camerounais, le chômage pour un jeune Camerounais, pour moi, ce n'est pas un débat. C'est pas quelque chose qu'on doit commencer à débattre. Il y a le chômage, qu'est-ce qu'on peut faire? Non, moi je pense que c'est qu'on doit commencer à se poser des questions dessus. C'est est-ce qu'on a le niveau d'être demandé? Il y a personne là dehors qui a suffisamment de compétences et qui chôme. Je vais même préciser que comme quand on dit compétences, il y a plusieurs styles de compétences. On peut avoir des compétences dans ce qu'on fait, on n'a pas de compétences dans la communication de ce qu'on fait. Ça, c'est le manque de compétences aussi. Du coup, quand on dit chômage, pour moi, je ne suis pas d'accord. C'est mon avis. Je ne sais pas ce que toi tu penses. Je pense totalement mais la même chose. Chômage, je ne suis pas d'accord parce que chaque jour, je cherche des gens avec qui travailler. Chaque jour, je cherche de nouvelles personnes. J'ai passé près de 2 mois, je cherchais un comptable qui pouvait travailler avec nous. Mais c'était un peu spécifique parce que la personne devait avoir quelques compétences dans le domaine du digital. Un peu, juste un minimum. C'est très basique. C'était très difficile. Et chaque jour, on cherche des nouveaux monteurs vidéo. Chaque jour, on cherche des nouveaux designers. Chaque jour, on cherche des motion designers. Des fois, on ne trouve pas. Le peu qui ont des compétences sont déjà ailleurs. Ils sont déjà en train de travailler. Ils vont pas quitter pour venir. Mais si on analyse bien, on va voir qu'il y a plus d'1 million de jeunes Camerounais qui cherchent le boulot, mais qui n'ont aucune compétence. Je ne sais pas si c'est mieux qu'ils partent chercher au boulot là où on casse les papes, on porte. Parce que là, peut-être, je ne sais pas, il faut un peu de musculation. Donc ça aussi, c'est une compétence. Tu risques de mourir même. Et quand tu meurs, on va continuer la vie mieux qu'avant. Mais il y a maintenant ceux qui pensent qu'il faut que je voyage, je pars à l'étranger pour pouvoir réussir. Il y a ceux qui croient catégoriquement qu'on ne peut pas réussir. Leur seul objectif, c'est de voyager aux États-Unis, au Canada précisément. Ça, c'est au petit Cameroun, c'est ce qu'on m'a dit. Particulièrement, je ne pense pas, mais j'aimerais savoir ton avis. Qu'est-ce que tu penses de ce système? Est-ce que c'est trop beau là-bas? Alors, je suis obligé de revenir sur ta réponse que j'ai trouvée magnifique concernant le chômage pour la compléter, malgré le fait qu'elle était déjà très bien. Le problème que tu as soulevé, il est plus grand que ça. Je m'explique. J'ai même envie de dire que c'est un problème colonial. Tu as pris un exemple. Tout le monde vit ça. Hein? Tous les entrepreneurs vivent exactement la même chose. Tu lances un recrutement. Tu recherches des profils qualifiés pour des tâches bien précises et tu ne retrouves pas des personnes qui ont les aptitudes nécessaires. Après, tu te dis, non, ils n'ont pas de compétences, c'est pour ça qu'ils sont au chômage. Mais je vais aller en amont. Quels sont les besoins que tu as chez toi? Tu écris. Quels sont les besoins que j'ai? J'écris. Quels sont les besoins que tu as? Tu écris. Nous tous, entrepreneurs, on écrit les besoins que nous avons. Nos besoins vont permettre de définir un cahier de charge avec des indicateurs de performance, des KPI, qu'on va maintenant intégrer au programme du système éducatif. Ça veut dire que les gens qui entrent à l'école vont apprendre les besoins que nous on a. Lorsqu'ils vont sortir de l'école, d'ailleurs que quand ils vont sortir, on sera là pendant leur soutenance pour voir les meilleurs et directement les recruter parce qu'ils sont en train de passer par le monde que nous on a créé parce qu'il est spécifique par rapport à nos réalités. Sauf que ce n'est pas le cas. Alors que c'est ce qui se fait dans les autres pays. Dans un pays comme l'Allemagne par exemple, qui écrit le programme scolaire, ce sont les industriels. Et que les industriels s'asseyent et disent que moi j'ai une industrie d'automobile, moi j'ai une industrie agroalimentaire. Voilà ce qu'il faut cette année à l'école pour que ceux qui sortent de l'école aient directement les aptitudes qui correspondent à ce que nous on veut maintenant. Parce que s'ils n'ont pas ces aptitudes, on ne pourra pas travailler avec eux. Et c'est aussi une manière de développer le patriotisme. Parce que s'ils n'ont pas ces aptitudes, on sera obligé de chercher ces aptitudes ailleurs. Parfois chez des personnes d'autres nationalités, donc d'enrichir d'autres communautés, alors que c'est nous qui devrons en bénéficier. Donc c'est un problème qui n'est pas seulement lié aux chômeurs. C'est un problème aussi systémique, c'est un problème politique, c'est un problème aussi d'influence extérieure. Parce que je vais même aller au-delà de nos politiques qui ont une grande responsabilité dessus. Mais nos politiques sont financées par qui? Déjà, nos politiques sont financées par nous-mêmes. Mais lorsqu'on regarde bien en profondeur, par exemple au Cameroun, est-ce que vous savez que tout le PIB du Cameroun provient seulement à 15% des nationaux? Ça veut dire qu'au Cameroun, si l'État fonctionne avec 100 000 francs, donc si l'État prélève en tout 100 000 francs pour fonctionner chez les entrepreneurs, tous ceux qui produisent la richesse, il y a seulement 15 000 francs qui proviennent des Camerounais
camerounais. C'est grave. 85 000 francs proviennent des multinationales étrangères. En fait, c'est un peu comme si tu es marié, tu as ta femme et tes enfants. Vous avez votre maison. Vous payez le loyer 30 000. Vos autres frères représentent 70 000. C'est-à-dire que chaque mois, vous avez besoin de 100 000 francs pour fonctionner normalement. Sauf que sur les 100 000 francs-là, le père de famille donne 15 000 et le voisin donne 85 000 pour que ça fasse 100 000. Mais c'est normal que de temps en temps, le voisin appelle ta femme et il dit que ce soir, il va dormir avec elle. Puisque c'est lui, en fait, le père de famille. Donc, c'est lui. Il y a des jours où il va te dire, mais je vois qu'il y a trop de musique à la maison, là, stoppez la musique, moi j'ai envie de dormir. Et vous allez stopper la musique. Il y a de temps en temps, il va dire, bon, demain vous allez manger le couscous. Parce que je me rends compte que vous aimez trop le poulet, mais c'est devenu trop cher sur le marché. Moi, je n'ai plus assez d'argent à vous donner. Demain, vous mangez le couscous. Et vous allez manger le couscous, même si vous n'aimez pas. Puisque c'est lui qui finance. Et le jour où tu vas te lever en disant, non, ce n'est pas normal. Comment tu veux qu'on mange le couscous? Moi, je veux manger le poulet. Le mois prochain, il n'envoie pas les 85 000. Là. Tu restes avec tes 15 000. Et les 15 000 là, tu ne peux même pas payer le loyer avec. Tu seras obligé de te mettre encore à genoux devant lui, dire que ouais, pardon, je m'excuse. Est-ce que tu peux me donner le couscous là? Je pense que c'est ça qui est mieux pour notre santé. C'est ce qu'on est en train de vivre actuellement. Aujourd'hui, on est en train de s'endetter pour payer des dettes extérieures. Ça veut dire que notre pays fonctionne sur la base des prêts extérieurs, sur la base des contributions fiscales des multinationales étrangères. Nous-mêmes, Camerounais, Africains, on ne contribue pas beaucoup. Du coup, vous pensez que qui dirige vraiment notre pays? Si vous avez compris ce que j'ai dit, vous comprenez qui dirige notre pays. Et du coup, ils n'ont pas intérêt à ce que le système éducatif corresponde à ce que toi tu es en train de dire. C'est pour ça, par exemple, que nous, on a été obligés de créer des académies, comme la Startup Academy, parce qu'on s'était rendu compte que ça ne sert à rien de créer des entreprises si à la fin, tu ne pourras recruter personne. Puisque tu vas créer une menuiserie aujourd'hui, tu vas recruter les menuisiers où? Tu as déjà vu le programme de formation dans les écoles techniques de menuiserie? Mais attends, quand tu regardes leur programme de formation, tu vois comment on les forme. Tu comprends qu'à la fin, on n'aura aucun menuisier performant, ou du moins très peu. Parce que parfois, ils n'ont même pas le matériel. Et même quand ils ont un matériel, il est désuet. Parce que le système éducatif avait compris que l'école technique coûte plus cher. Former un menuisier coûte plus cher que quelqu'un qui a le bac C. Parce que celui qui a le bac C, il paye quoi pour être à l'école? Pour former un gars qui a le bac C, on a juste besoin d'une salle de classe avec des tabourets et le tableau, c'est tout. On forme un gars qui a le bac C. Les enseignants viennent, ils écrivent au tableau, ils dessinent l'ordinateur au tableau, ils dessinent la souris, ils font les algorithmes au tableau et les élèves écrivent les algorithmes sur le cahier qu'on ne compile jamais pour voir si ça fonctionne. Et puis il a le bac C. Il sort avec son bac C avec juste la craie, le stylo, son cahier et le tableau. Ça ne coûte pas cher au pays. Maintenant, s'il faut former un menuisier compétent, tu imagines ce qu'il faut? Mais attends, ça coûte tellement cher qu'on n'a pas mis ça en avant. C'est pour ça que ceux qui font l'école technique se retrouvent dans les écoles où il n'y a presque rien. Et même les enseignants, parfois, viennent dessiner les machines au tableau parce qu'il n'y a pas de machine. Je ne parle pas de quelque chose qu'on m'a raconté et j'ai assisté. Ça veut dire qu'une école qui est censée former des ingénieurs, par exemple, dans cette école, on achète des machines neuves. On met dans leur labo. Mais on n'utilise pas les machines là. Les machines là servent seulement à l'inauguration. Ça sert seulement à présenter ce qu'on a. Mais pendant l'école, personne n'utilise les machines là. Et quand tu poses la question, on dit que non, les élèves, ils vont gâter la machine. S'ils gâtent la machine, on va faire comment? Mais ils vont gâter la machine, qu'on a acheté la machine pour faire quoi? Bon, ils vont gâter la machine, ça veut dire qu'ils n'ont pas d'encadreur pour les encadrer pour qu'on ne gâte pas la machine. Sauf que parfois, même les encadreurs ne savent pas utiliser la machine, puisqu'ils n'ont pas été formés avec cette machine. Donc, c'est un problème qui est très grave, qui est systémique, qui est beaucoup plus grand que ça et qui conduit naturellement au chômage. Sauf que ce qui est bien avec la lecture de l'heure, c'est que tu te poses des vraies questions. Tu te dis, bon, comme je chôme là, qu'est-ce que je dois faire? Toi-même, tu peux pas te former. Toi-même, tu peux pas apprendre. Bon, peut-être tu peux aussi tomber dans le grand banditisme, la prostitution et tout. Mais la logique voudrait que tu puisses prendre conscience du fait que j'ai des lacunes et je dois me mettre à jour. Et je reviens donc sur ta question sur ceux qui veulent fuir le pays. Au départ, j'étais contre eux. Ça, il faut être honnête. Mais avec le temps, je me suis dit qu'ils ont raison de partir. La première raison, c'est le fait que chez nous, on a installé la médiocrité comme étalon de la société. Donc chez nous, la médiocrité est devenue quelque chose de normal, quelque chose de valorisé. La preuve, c'est quoi? C'est que, est-ce que tu connais un prix qu'on remet, par exemple, aux plus grands ingénieurs du Cameroun par an? Mais il y a le prix des Miss. Est-ce que tu te rends compte que nous sommes dans un pays ou dans des pays en Afrique où des femmes qui simplement parce qu'elles sont peut-être jolies, en fonction même d'une perception de la beauté qu'on peut définir et qu'on peut même remettre en question, parce qu'une Africaine qui est belle et qui n'a pas ses cheveux naturels, est-ce qu'on peut la qualifier comme étant belle? Elle n'est pas une Africaine. Elle est une pâle copie mal faite d'une femme occidentale. C'est maquillage. Je n'ai même pas un problème avec le maquillage et tout ça. Mais je parle d'abord des cheveux. Comment une femme africaine est qualifiée comme étant la plus belle d'un pays en Afrique et sur sa tête, elle n'a pas ses cheveux? Pour moi, c'est un scandale et c'est une catastrophe. C'est même une
crise identitaire qu'on ne devrait pas promouvoir. Mais bon, c'est un débat à part, parce qu'après, qui finance ces concours-là? Pour dire quoi? Pour dire que, est-ce que tu te rends compte que dans notre pays, il y a des femmes qui font des défilés de mode. On dit, celle-ci, c'est la plus belle du pays. Et pour la primer, on lui donne une voiture neuve. On lui donne un appartement. Parfois, on lui construit une maison. Elle gagne des contrats dans des grandes entreprises. En un an, elle peut gagner même 100 millions, voire plus. Et le plus grand neurochirurgien n'a pas de prix. Ça veut dire que celui qui permet de sauver les mototaximans que vous avez créés, parce qu'il n'y avait pas le travail. Parce que la probabilité qu'on te cogne et tu tombes, ou la probabilité que tu tombes même sans être cogné est trop forte. Et quand tu tombes ta tête là, sache que l'opération c'est 2 millions. Avec de l'argent qu'il faudra payer chaque jour et tu seras désormais inactif. Sauf que là maintenant tu es hospitalisé, tu n'auras plus ces entrées quotidiennes là, mais tu seras hospitalisé pendant 6 mois. Et tous les jours on va dire, il faut tel médicament, il faut telle autre chose. Parfois on va te dire que l'opération a été ratée. Il faut refaire l'opération. Tu n'as pas d'assurance, tu n'avais pas de Tu casse. vas repayer. Mais attends, il n'y a pas la charité, il n'y a pas de sécurité sociale, non, il faut payer. Tu as fait comment? Sauf qu'on est dans un pays dans lequel on a mis en place cela. Ça veut dire que le neurochirurgien, après le bac, il a fait 7 ans de médecine. Après 7 ans de médecine, il a encore fait 7 ans pour devenir neurochirurgien. Il a fait 14 ans de médecine après le bac. Parfois, après les 14 ans, il a encore fait des DES. Il a fait encore plusieurs spécialisations dans des sous-disciplines de la neurochirurgie. Donc parfois, il a 20 ans d'études après le bac, sans compter son nombre d'années d'expérience. Ce monsieur-là, par an, il sauve des personnes qui sont sur la moto, qui ont été victimes d'AVC et toute autre forme de traumatisme. Il n'a aucun prix par an. Mais la Miss a une voiture de 50 millions, un appartement. En fait, c'est là où tu comprends qu'on a installé la médiocrité comme l'étalon de la société, avec tout le respect que j'ai pour les Miss. Mais j'estime qu'une Miss n'est pas plus importante qu'un neurochirurgien. Elle n'est pas plus importante que le cardiologue. Elle n'est pas plus importante qu'un ingénieur de génie civil qui construit des bâtiments avec un très bon dimensionnement, accompagné des architectes et des techniciens, pour que ces bâtiments-là ne tombent pas. Ces gens ne sont pas primés. On ne prime pas les architectes, on ne prime pas les ingénieurs, on ne prime pas les médecins, on ne prime pas les entrepreneurs qui réalisent des prouesses exceptionnelles, qui créent de la richesse, qui permettent que nos fonctionnaires ont des salaires. On prime ceux qui dansent sur TikTok. Je ne sais pas si on se comprend en fait. Ça veut dire que quelqu'un danse sur TikTok, avec tout le respect que j'ai pour la danse, tourner ses fesses tous les jours en ligne. À la fin de l'année, on organise un prix, on lui donne 2 millions. Le neurochirurgien, parfois 6 mois sans salaire, 3 mois sans salaire. Parfois, le neurochirurgien est au chômage, il est obligé d'aller dans un autre pays pour pouvoir travailler. Là où la fuite des cerveaux devient pertinente. Donc, j'estime que ceux qui quittent le pays, ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas le pays, c'est parfois parce qu'ils aiment tellement le pays qu'ils estiment qu'ils vont mieux servir le pays en étant ailleurs, tu vois. Parce que servir le pays, c'est aussi se servir eux-mêmes. Parce que si on regarde bien, par exemple, en 2025, les contributions de la diaspora, par exemple, en ce qui concerne les envois de fonds en Afrique, ont été beaucoup plus importants que les contributions de certaines organisations internationales. Ça veut dire que quand on mesure l'argent que la diaspora envoie en Afrique dans différents pays, on se rend compte que parfois ça dépasse l'aide du FMI, de la Banque mondiale, de certaines organisations internationales. Donc ça veut dire que même ceux qui ont quitté le pays contribuent encore et toujours au développement du pays, même en étant à l'étranger et parfois même plus que lorsqu'ils étaient là. Donc ils représentent aussi une manne financière importante parce qu'au final, ils sont sortis du pays pas parce qu'ils n'aimaient pas le pays, mais parce qu'ils l'aimaient tellement au point où ils se sont dit il ne faut pas que je meure. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait des premiers des classes? Mettons même en question, arrêtons même de mettre en question le système éducatif. Considérons que l'école est très bien, c'est magnifique. Bon, ceux qui sortent premiers de leur classe, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Les majors, qu'est-ce qu'on fait des majors? Est-ce qu'il y a un prix pour les majors? Imagine toi, tu as fait tout ton secondaire, tu étais toujours premier, tu as eu le bac avec 18. Ceux qui ont eu le bac avec mention très bien, mention bien là, quel est le prix qu'on leur donne? Quel est le cursus qu'on met à leur disposition? Quelles sont les bourses qu'on met pour eux? Comment est-ce qu'on fait pour les accompagner pour que même s'ils veulent aller étudier à l'étranger, qu'on puisse financer leurs études et leur permettre de revenir apporter leur expertise en termes de transfert de technologie? Rien n'est fait. Ils sont obligés toujours de se battre avec leurs propres parents alors qu'ils sont les meilleurs. Moi, on m'a donné la boîte académique. Ah, la boîte académique de 3500 là. Pour le major. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans d'autres pays, le major, on le contacte, on lui dit vraiment, nous souhaitons dans un premier temps vous féliciter. Et parfois, c'est le président qui le fait. Juste en passant, il y a des pays où c'est le président qui contacte les meilleurs. Donc, on te contacte, on te dit, on a analysé tes notes, on s'est rendu compte que tu es très performant. Alors, il y a 4 entreprises qui sont prêtes à te prendre actuellement. Telle entreprise te propose déjà de payer toutes tes études. Donc, tu as des études qui seront payées intégralement. Tu auras une maison à ta disposition, tu auras un chauffeur, une voiture. Tu auras pour un début 3 ou 4 000 euros pour commencer. Maintenant, en fonction
fonction de tes performances, on va faire telle chose, on va te donner la nationalité parce qu'on ne voudrait pas que tu aies des problèmes de dire que tu n'as pas les papiers. On ne veut pas que tu sois stressé. On a besoin de ton expertise. Entre-temps, tu as le choix entre ça et un pays dans lequel on t'arrête parce que tu n'as pas la CNI. Ça veut dire que le major, non, il a oublié sa CNI à la maison. Il est sorti pour agiter le peuple. En rentrant, on dit contrôle de police. Où est ta CNI? Non, ma CNI. Non, tu n'as pas de CNI. Allez, suis-nous au poste. Le major, l'ingénieur. Tu vois, là, je prends juste l'exemple. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas marcher avec la CNI. Je caricature juste pour dire qu'il est tellement méprisé et pas pris en considération que moi, je valorise ça. Il faut partir. Parce qu'ici, rien n'est fait pour valoriser ceux qui apportent vraiment leur expertise. Je recommande à ceux qui restent d'être ceux les plus fous. Nous, on a accepté de rester parce qu'on est un peu fous, en fait. Nous, on s'est dit, on est assez résilient pour transformer toutes ces souffrances-là en sarcasme. Nous, on utilise même ça pour rire de nos propres problèmes, tu vois. Mais ce n'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Il y a des gens qui sont plus fragiles émotionnellement, qui n'ont pas la même intelligence émotionnelle que j'ai ou que d'autres personnes ont. Donc, nous, on va rester. On va essayer de faire en sorte que les médiocres ne nous envahissent pas, nous tous. C'est pour ça que je produis aussi beaucoup de contenu, parce qu'il ne faut pas que les médiocres nous envahissent totalement. Il faut aussi qu'il y ait certaines personnes qui assument que nous, on va produire des contenus d'une certaine qualité, avec une certaine pédagogie, avec une certaine éducation, pour qu'on ne voit pas seulement la danse et le divertissement tous les jours. Donc, moi, je valide. Ceux qui veulent partir, partez. C'est mieux. Oui, je pense que si c'est plus intéressant pour vous, partez. Maintenant, en partant, sachez qu'il y a beaucoup d'avantages. Et il y a aussi des inconvénients. Et quand ces inconvénients arrivent, lisez aussi l'heure. Ne pleurez pas. Ne faites pas des vidéos pour venir commencer à dire il y a le prix à payer partout. Il y a les transports en commun qui sont magnifiques. Les routes sont magnifiques. Les maisons sont bien construites. La société est organisée. Il y a moins d'injustice. Il y a la sécurité sociale. Si tu as un problème, l'ambulance arrive à la maison. Les sapeurs-pompiers te prennent. On t'amène à l'hôpital. On te soigne. Même si tu n'as pas d'argent, tu vas payer après. Il y a tout ça. C'est bien, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que tu es parti. Il y a une meilleure éducation. Les laboratoires sont fournis. On t'accompagne dans tout. Mais il y a aussi le prix à payer. Il ne faut pas que quand tu payes ce prix, tu viens pleurer en ligne. Non, ne viens pas pleurer en ligne. On ne pleure pas. Moi, tout ce que je pourrais leur dire, c'est que si vous pensez que votre avenir n'est pas ici, partez. Donc, vas-y, mais ne pleure pas. Maintenant, là, que chacun se sauve d'abord. Quand tu seras sauvé, tu pourras mieux sauver l'Afrique après, en étant vivant. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps, on n'a que 24 heures dans une journée. Et on doit faire beaucoup de choses. On doit suivre les clients, on doit innover, on doit créer des trucs. On doit aussi étudier. On a des livres là. Oui. Est-ce que j'ai dans le temps pour étudier? Pourtant, j'ai des travaux qui m'attendent. J'ai des clients qui attendent que je règle leurs problèmes. Il y a des nouveaux marchés à gagner. Parce que si on ne gagne pas de nouveaux marchés, il n'y aura pas d'argent pour payer les salaires à la fin du mois. À la fin de la journée, tu n'as que 2, 3 heures ou 4 heures de temps pour dormir par jour. Je veux comprendre comment on étudie en dormant. Là, je vais rentabiliser. Je vais rentabiliser ce temps de sommeil. Parce que je ne vois pas trop ce que je gagne quand je dors. Je veux donc rentabiliser ça. Je pense que tu sais étudier en dormant. Bien sûr. Dis-nous comment on étudie. Alors, ça, c'est une très belle question. J'ai produit une vidéo dessus. C'est pour ça que je dis que dans notre société, la médiocrité est devenue l'étalon de la société. Et c'est voulu, hein. C'est entretenu. Les politiques aiment bien ça parce que lorsqu'on a une société d'idiots, ce sont des gens qui ne remettront rien en question. On peut voter les lois. D'ailleurs, si tu poses la question dans la rue là à quelqu'un, nous sommes en 2026. Est-ce que tu sais qu'il y a des nouvelles lois qu'on a votées pour l'année? Il ne sait pas. Lui, il vit seulement. Il ne sait pas qu'en 2026, il y a les nouvelles lois fiscales. Il y a les nouvelles lois douanières. Il y a les nouvelles lois même sur le plan du système éducatif. Il y a les nouvelles lois dans certains secteurs d'activité qui sont déjà votées, hein, qui sont déjà officielles et qui permettent à certaines personnes de plus s'enrichir. Il y a des nouveaux domaines où on a facilité un certain nombre de choses pour que beaucoup plus de personnes puissent saisir des opportunités. Il y a des niches de financement qui ont été ouvertes. On attend juste que tu partes déposer ton dossier et ça suit son cours. C'est vrai, il y a le népotisme, il y a la corruption, il y a tout ça. Mais parfois, si tu es au bon endroit, au bon moment, tu peux saisir ça. Mais personne ne s'intéresse à ça, du moins pas le grand nombre. Parce que comme nous sommes dans une société d'idiots, personne ne s'intéresse à ça. Les gens s'intéressent à danser, boire le vin, prier le Seigneur, attendre que Jésus revienne, ainsi de suite. Et tant qu'on est dans une société pareille, certains dirigeants sont contents parce qu'ils auront une société de personnes qui ne revendiquent rien du tout. C'est pour ça que je disais dans une vidéo que si on stoppe l'alcool et la religion dans un pays en Afrique, il n'y a aucun président qui va s'amuser. Hein. Parce que s'il s'amuse, il va être décapité directement parce que les gens ne seront plus dans l'alcool, avec un cerveau qui est noyé. Les gens ne vont plus attendre que le sauveur vienne. Donc quand ils auront un problème, ils vont se poser des
des questions rationnelles. Qu'est-ce que je peux faire pour résoudre ça? Et qui a causé ça? Et s'ils se rendent compte que bon, c'est moi le problème, peut-être ils vont trouver la solution. Mais s'ils se rendent compte que c'est vous qui avez causé ça, parce qu'ils ne sont plus en train de boire l'alcool, donc ils sont lucides et ils n'ont pas confié leur avenir à Allah ou à Jésus, mais tu vois qu'ils vont attaquer, ils vont vous attaquer vous directement. Donc c'est pour ça que parfois ils ont intérêt, et ça c'était aussi une stratégie coloniale, ils ont intérêt à ce qu'on soit dans l'alcool, dans la drogue, dans la religion, pour avoir régulièrement et de manière permanente les cerveaux noyés, pour que quand ton cerveau est noyé et que tu as confié ta vie à d'autres personnes, tu attends que le sauveur vienne, n'est-ce pas? Sauf qu'entre-temps, tu ne revendiques rien. J'ai fait une vidéo dans laquelle je disais comment apprendre en dormant. Et la vidéo m'a fait bouffer une tontine. Et j'étais étonné en fait. Donc du coup, je me posais la question, est-ce que c'est moi qui suis fou ou c'est nous tous qui sommes fous? C'est que je fais une vidéo de près de 20 minutes dans laquelle j'explique comment étudier en dormant. Dans cette vidéo, je parle de la mémoire. J'explique comment la mémoire fonctionne, la mémoire à court terme, la mémoire à long terme. Je détaille, j'explique ce que c'est que la consolidation de l'information, la consolidation consciente, la consolidation inconsciente qui se fait pendant le sommeil. Qui dit consolider une information, dit qu'on fait en sorte que l'information soit accessible sur le long terme. Et quand une information est accessible sur le long terme, ça veut dire que tu la prends pour le long terme. Ça veut dire que tu apprends en dormant parce que inconscient, c'est dans le sommeil. Il y a des gens qui ne savent pas que la consolidation inconsciente se produit pendant le sommeil. Quand tu lis, par exemple la nuit, si tu lis à 22h ou 23h, quand tu dors là, l'information se consolide dans ton cerveau pendant le sommeil. On appelle ça la consolidation inconsciente de l'information. Donc ton sommeil est en train de participer à te faire retenir plus longtemps ce que tu viens d'apprendre. Le sommeil a un rôle fondamental dans la vie d'un individu. Déjà, ça permet de se reposer. Ton corps a besoin de se reposer. Ça permet de reconstruire certaines cellules. Ça permet d'améliorer ta compréhension d'un certain nombre de notions. Ça permet de consolider l'information. Ça permet... Attends, le sommeil a un rôle fondamental et primordial dans la vie, y compris dans l'éducation. C'est pour ça qu'il est recommandé, lorsque tu étudies le soir, de dormir directement. C'est pour ça qu'il est recommandé en journée d'avoir plusieurs heures de pause pour faire des petits sommeils qui te permettent de consolider ce que tu viens d'apprendre. C'est scientifique ce que je dis et je parle là en tant que médecin aussi. Je fais une vidéo comme ça, les gens disent, vous voyez le gars là, il dit qu'on peut apprendre en dormant. Et ça devient une raillerie. Donc du coup, les idiots sont en train de vouloir nous imposer la bêtise. Moi, je trouve que... Et moi, j'ai décidé de résister face à ça. Je dis que, mais attends, vous êtes fous. Je dis que j'ai 800 idées par seconde. Ce qu'on appelle à l'école une hyperbole, c'est-à-dire une figure de style. Ce qu'on a tous appris. Les gens disent, regarde celui là, il dit qu'il a 800 idées par seconde. Est-ce que c'est possible? Vous voyez comment les idiots sont en train de vouloir nous forcer à devenir des cancres, nous tous. Il faut qu'on résiste à ça. Parce que ce n'est pas possible. Je dis qu'il faut apprendre à vendre son lit. Il faut qu'on sorte du sommeil intellectuel. Parce que ce n'est pas normal que dans un pays comme le Cameroun, on importe l'eau salée. Et je prends un exemple. Je dis, par exemple, vous avez des enfants à la maison, des nourrissons. Quand ton enfant a des difficultés à respirer parce qu'il a peut-être le nez qui coule, qu'est-ce que tu fais parfois? Parfois, tu vas prendre ce qu'on appelle les décongestionnants nasaux à l'hôpital ou dans une pharmacie et tu vas pulvériser dans son nez, n'est-ce pas? Le décongestionnant nasal là, qui coûte parfois 3 000, 5 000, 10 000 francs, tu sais ce qu'il y a à l'intérieur? C'est l'eau salée. Il n'y a rien d'autre. Ça s'appelle l'eau de mer. Mais c'est un nom bête qu'on te met juste pour ne pas dire l'eau salée. Attends, tu te rends compte que nous, on importe l'eau salée. Il y a une nouvelle technique qui te permet d'avoir 15 clients. Le millionnaire Fast Lane que d'ailleurs je conseille. Je conseille, mais j'ai lu environ 10 pages de ce livre, mais je peux conseiller ce livre parce que le problème qu'on a, c'est qu'on se dit qu'il faut d'abord avoir avant de faire. Il faut d'abord avoir les compétences avant de commencer. C'est une grosse erreur et c'est ça qui fait en sorte qu'on ne commence rien. Donc je ne suis pas en train de mendier. C'est juste une compensation d'un travail que j'ai déjà fait. Parce qu'il ne faudrait pas que des gens comprennent ça comme si il faut avoir des gens chez qui tu mendies. Puisqu'à un moment donné, ils vont plus répondre en fait. Bon, l'agence MVC se trouve à Yaoundé. Qu'est-ce qu'on fait? C'est une agence créative. On conçoit des stratégies de communication pour les marques. Et après avoir conçu, on les réalise. Parce qu'au sein de l'agence, on a des designers, des monteurs vidéo, des gens qui font dans la 3D, des community managers de l'autre côté. Et du côté, si on a des photographes, des vidéographes, du coup, on couvre les événements. On fait des podcasts comme vous voyez là. Et on a tout ce qu'il faut pour réaliser ça. Déjà, il faut nous dire que c'est une équipe très jeune et très dynamique, mais très, très professionnelle. Si on te dit qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle technique qui te permet d'avoir 15 clients, ça fonctionne de telle façon, telle façon, telle façon, et c'est disponible dans tel livre. Mais attends, tu vas lire ce livre-là en te léchant les doigts. Parce que tu sauras que dès que j'ai fini de lire ça, ça va me permettre d'avoir 15 clients. Tu t'imagines si à l'école on faisait pareil? À l'école, on doit identifier les problèmes des élèves et se dire, bon, ok, voilà un élève qui vient tous les jours à l'école avec la même chaussure depuis le début d'année. Il a toujours la même chaussure, elle est toujours sale. Il a toujours les cheveux un genre parce qu'il n'a pas l'argent pour se faire coiffer. Ok, on va ajouter une matière qui permet de résoudre les problèmes des élèves. Dans cette matière-là, on va leur donner des cours sur le problème qu'il a. Il va appliquer ça et il résout son problème. Tu vas voir que les élèves vont plus aimer la matière là. Parce qu'il va se rendre compte que la matière ici me permet de résoudre les problèmes existentiels que j'ai. Et c'est ça qu'un entrepreneur doit faire. Ça veut dire que tu dois lire pour résoudre les problèmes que tu as. Pas lire parce qu'on a dit qu'il faut beaucoup lire.
Ça ne veut rien dire, il faut beaucoup lire. Moi, avant, je pensais que je n'aimais pas lire. Puisqu'à l'école, je ne lisais presque pas. J'aimais les mathématiques. Quand on disait littérature, j'ai dit non, ça ne sert à rien. Mais aujourd'hui, je suis capable de lire des livres et des livres et des livres parce que quand j'ai un problème, je me rends compte que le livre, c'est à la solution à mon problème. Mais attends, je vais lire ce livre. Et je ne suis pas obligé de tout lire. Je peux lire juste le chapitre qui résout mon problème. Et après, je ferme le livre. Le jour où j'aurai un autre problème et que c'est un autre chapitre qui peut résoudre, je peux lire ce chapitre-là. Maintenant, pour ta culture générale, tu peux décider de temps en temps de lire autre chose. Et c'est pour ça qu'on doit cultiver la lecture déjà chez les enfants. Moi, il y a des livres, je donne à mon fils, je lui dis que tu dois lire une page par jour et tu me fais le résumé écrit. Bon, je dis déjà à 3-4 pages. C'est obligé. Parce qu'il faut que l'enfant apprenne à lire pour que la lecture ne soit plus comme un fardeau pour lui. En fait, je me disais que c'était moi qui étais fou. En fait. Parce qu'il y a un de ces livres, celui-ci de Millionnaire Fastlane, que d'ailleurs je conseille. Je conseille, mais j'ai lu environ 10 pages de ce livre, mais je peux conseiller ce livre parce qu'il y a un moment, j'ai voulu lire. Dès que je suis à 2 pages, je m'endors. Mais j'ai décidé d'ouvrir à un certain niveau, j'ai lu. Et je pense que ce livre m'a aussi permis de faire certains trucs. Par exemple, ça s'appelle The Millionnaire Fastlane. Comment devenir milliardaire rapidement. Mais quand j'ouvre ce livre, il y a une page qui me dit que tu ne peux pas devenir ça rapidement. Je dépose le livre, je dis mais c'est le titre. Le titre, c'est quoi? Comment est-ce que je décide donc de lire la partie là? C'est là où je comprends que c'est rapide, mais il mentionne que c'est difficile. Vous voyez un peu? Et du coup, quand j'essaie de lire le livre, ça me fait comprendre plusieurs choses que je veux pas que ça soit, je veux pas trop. Bref, je conseille que tous ceux qui sont entrepreneurs, ils essayent de lire même 2 ou 3 pages de ce livre. Et avec ce livre, ça m'a permis de comprendre comment je pouvais prendre les décisions rapidement. Donc le livre te fait comprendre que tu dois agir rapidement. C'est pas que tu vas devenir riche. C'est ce que je pensais. J'ai donc compris qu'en 4e année, il fallait que je prenne les décisions rapidement. Maintenant, je veux poser cette question pour tous les jeunes qui nous suivent. Tu penses que à quel moment dans le parcours d'un jeune, prenons un jeune qui vient de finir son bac, à quel moment ce jeune peut se lancer dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qu'il lui faut? C'est-à-dire, quel est le moment là qu'un jeune peut se dire que bon, voilà, c'est moi, je suis assez équipé, j'ai assez compris. À quel moment on peut se lancer déjà dans les activités? Alors, c'est une très belle question et elle prend en compte beaucoup d'aspects. Le premier aspect, c'est déjà la responsabilité des parents. Moi, je recommande aux parents de pousser leurs enfants à avoir de petites initiatives très tôt pour que l'enfant puisse comprendre qu'il faut qu'il ait des initiatives. Et ça peut se faire à n'importe quel âge. Okay. Tu peux décider de dire à ton enfant que désormais dans cette maison, c'est toi qui vas t'occuper de l'approvisionnement en eau. C'est un exemple. Donc le premier travail que tu dois faire, c'est d'évaluer notre besoin en eau dans cette maison par jour. Tu vas faire ça pendant une semaine et chaque jour tu notes. Aujourd'hui, on a utilisé 2 litres d'eau. Les 2 litres là, il y avait telle quantité pour la cuisine, telle quantité pour se laver. Le lendemain, tu le fais pendant une semaine. Après les 1 semaine, tu me présentes les résultats. C'est déjà un premier travail entrepreneurial que tu donnes à un enfant. Ça lui permet d'apprendre l'observation, l'analyse des données et la synthèse des informations pour prendre des décisions stratégiques. Dès qu'il le fait, tu lui dis OK, tu t'es rendu compte que par jour, on utilise 3 bidons d'eau, n'est-ce pas? Deuxième travail de la 2e semaine, c'est d'où provient cette eau? Tu vas analyser sur 1 semaine encore. L'eau là, est-ce qu'il y a une partie qu'on a puisée, par exemple, chez un voisin, dans un forage? Est-ce qu'il y a une partie qui provenait de l'eau qui coulait réellement parce que l'eau a coulé quand même pendant 1 ou 2 jours? Est-ce qu'il y a une partie qui provenait, par exemple, de l'eau minérale? Vous savez qu'on avait l'eau minérale et puis on a acheté, on a complété pour boire. Tu vas voir la provenance de cette eau. Tu vas maintenant te charger d'une partie de l'approvisionnement. Ou si tu n'as pas encore la possibilité de le faire, tu vas te rassurer que ceux qui doivent le faire à temps pour qu'on ne manque jamais d'eau. Tu dois définir un seuil critique. Ça veut dire que quand on a déjà telle quantité d'eau à la maison, ça veut dire qu'il faut déjà rapidement approvisionner parce que cette quantité ne met que tel nombre de temps. Donc, il y a une responsabilité des parents à stimuler les enfants pour que les enfants très tôt comprennent qu'ils doivent prendre des initiatives. Tu vois que dans ce cas de figure, l'enfant n'a pas eu besoin d'avoir une expertise dans la gestion optimale de l'eau pour le faire. Non, c'est toi qui as guidé l'enfant. Au départ, il n'était pas un expert de la gestion de l'eau. Quand il va faire ça pendant 6 mois, 1 an, c'est à ce moment qu'il va devenir un expert. Et quand il aura fait ça pendant 6 mois, 1 an, tu pourras maintenant lui dire, lis tel livre. Le livre là va maintenant bien lui expliquer ce qu'il faisait avec plus de détails et quand il va le faire, il va être plus performant. Le problème qu'on a, c'est qu'on se dit qu'il faut d'abord avoir avant de faire. Il faut d'abord avoir les compétences avant de commencer. C'est une grosse erreur et c'est ça qui fait en sorte qu'on ne commence rien. Moi, je recommande à ceux qui ont des projets de ne pas attendre d'avoir toutes les aptitudes qu'il faut. Une fois que tu as découvert ta mission de vie, j'estime que découvrir sa mission de vie, c'est atteindre 50% de son objectif de vie. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de survivre, mais qui ne sont pas en train de vivre. La mission de vie signifie que chacun de nous a un patrimoine génétique, chacun de nous a grandi dans un environnement, chacun de nous a des connaissances et tous ces éléments-là qu'on appelle le trépied génétique d'une personne ou alors le trépied identitaire
fais en sorte que tu es différent de tous les autres. Donc, il y a des activités qui correspondent mieux à ton identité par rapport à d'autres. Et si tu fais une activité qui n'est pas alignée à ton identité, tu auras le sentiment de ne jamais être épanoui. Tu vas peut-être gagner beaucoup d'argent, mais tu auras toujours le sentiment que ce que tu fais, ça ne te plaît pas. Et le meilleur moyen pour savoir que tu n'es pas aligné à ton identité, c'est le fait de changer d'activité tout le temps. Donc, moi, je pense qu'il est important de découvrir sa mission de vie. Et une fois que tu as découvert ta mission de vie, tu commences. Ça veut dire que tu commences par ce dont tu disposes. C'est ce qu'on appelle l'approche effectuelle. Donc, tu analyses qu'est-ce que j'ai. Est-ce que j'ai de la crédibilité? Est-ce que j'ai de la monnaie fiduciaire? Est-ce que j'ai des connaissances? Est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui me manque pour bien faire ce que je fais? Il me faut plus de connaissances. Il faut que je rejoigne peut-être une communauté de personnes qui font cette activité, que je rencontre des experts. Il faut que je participe à des conférences et ainsi de suite. Et avec ce dont tu disposes, tu commences parce que tu as Internet aussi. Tu commences, tu évalues, tu t'améliores et au fur et à mesure, tu le fais. Donc, moi, je recommande à des jeunes ou moins jeunes de ne pas attendre d'avoir toutes les aptitudes, toutes les connaissances avant de commencer. Parce que quand vous êtes jeune, c'est le moment où il faut échouer le maximum possible. Parce que c'est en échouant que vous allez mieux apprendre. D'accord. En tout cas, je retiens que c'est pas à cause de l'âge, mais c'est à cause de tout ce qui est autour de l'âge. Oui. Dans 22 ans, on suppose que si on te donne ne serait-ce que 2 millions, tu vas commencer à dire, mais c'est combien le prix d'une jeton là? Direct. C'est un peu ça. Oui. Et bon, c'est vrai, ça c'est très vrai. Je suis l'une des personnes que naturellement, je ne sais pas comment, j'ai juste été un peu différent dans le sens où je n'ai pas toujours, je me suis pas toujours senti comme la plupart des jeunes se sentent. C'est-à-dire, à ton jeune âge, tu veux d'abord faire les fêtes, tu veux d'abord enjoy ta vie, comme on dit. Mais à un moment donné, c'est un problème pour moi parce que c'est très difficile de pouvoir des fois même prouver à quelqu'un ou montrer à quelqu'un que je peux faire ça. Des fois même avec des preuves, tu as un track record, qu'on appelle ça en anglais, track record, c'est-à-dire tout ce que tu as fait là. Mais même jusqu'à là, on n'arrive pas à croire. Et des fois, on est obligé de mentir. La plupart, je me suis déjà retrouvé en train de mentir sur mon âge. Je dis vraiment, je n'ai pas tel âge. Parce que je sais que quand je vais mentionner mon âge, la vérité est que la caméra est en train de vous filmer. Bon, de te filmer. Si je mentionne mon âge, là, ça sera surprenant. Et c'est comme ça qu'un investisseur ou potentiel investisseur va entendre que, mais il a quel âge là? Il demande, j'ai constaté, je ne sais pas, personne m'a dit ça. On demande toujours, tu fais quel âge? Et la question, c'est une question qui est très dure pour moi parce que dès que je mentionne cet âge, c'est grave. Et je suppose que la plupart des jeunes ont ce problème. Je ne peux pas être le seul. Quand il dit que bon, j'ai 23 ans au père. Non, c'est pas possible. Donc, à la fin de la journée, puisque j'ai quand même eu un peu de réussite dans mes projets, je pense que ça peut me permettre de donner 2-3 conseils aux jeunes comme moi. Ayant eu des situations comme ça, je pense que la vérité, la solution, c'est d'avoir une valeur, une pure valeur. C'est-à-dire, quand j'échange avec Dr Claudel, est-ce qu'à chaque mois, je lui dis, docteur, pardon, est-ce que tu peux non, à quel moment tu lui donnes de la valeur? À quel moment tu résous un problème qu'il a? Si je ne peux pas résoudre un de ces problèmes, tu n'as aucune valeur pour lui. À la fin de la journée, il ne va que te juger par ton âge. Mais là, si je viens, je dis, est-ce que ton branding là, c'est comment? Donne-moi un peu, je gère. Et il faut aussi noter que nous, les gens, on attache tout à l'argent. Ça veut dire que quoi, j'ai une certaine compétence, j'ai accès au docteur, par exemple. Tu as une activité qui s'appelle SM, sur mesure. Ton branding, j'ai dit, c'est pas encore ça. Est-ce que je peux faire ceci pour vous? Est-ce que je peux rendre ça mieux? Est-ce que je peux te concevoir un visuel, une stratégie de communication et tout ça? L'autre personne va venir, va dire, c'est 10 000 le logo, ou c'est 15 000 la stratégie, ou c'est ceci, c'est ça. On met d'abord l'argent en avant et je pense que c'est ce qui tue la plupart des jeunes, surtout ceux qui sont compétents parce qu'ils ne savent pas donner la valeur avant de demander. Et c'est ce qui a toujours marché pour moi par magie. Je ne sais pas, je n'ai pas lu ça dans un livre. C'est juste en essayant que j'ai constaté que ça fonctionne. Quand je me retrouve avec quelqu'un que j'estime que cette personne peut m'amener loin, cette personne peut m'ouvrir une porte. C'est une stratégie et pour moi, je pense que ça c'est dans la manipulation, mais ça marche. Qu'est-ce que je fais? Je cherche à te donner, à t'offrir de la valeur. Je cherche à savoir tes projets. Dès que je sais tes projets, je dis, mais tu fais quoi là? Je peux voir, tu as une page, j'arrive là-bas, c'est pas encore bon. Une fois, je rentré à conçu une couverture de ta page Facebook. J'ai demandé si c'est... Quand j'étais freelancer, c'est moi qui faisais. Comme je ne suis plus freelancer, j'ai une agence. Qu'est-ce que je fais? Faites ceci, on conçoit la page de couverture, on conçoit le logo, c'est packaging peut être mieux. Des fois, je filme même. Je viens, j'envoie. Refaisons ça. En faisant comme ça, je me suis rendu compte que quand une personne reçoit beaucoup de valeur de ton côté, c'est-à-dire quand tu donnes sans rien demander, cette personne finit par oublier ton âge et considérer la personne que tu es et ce que tu peux apporter. Donc, je pense aujourd'hui, si tu es jeune et tu veux arriver à un certain
certain niveau, il faut savoir d'abord, faut pas être mendiant, faut savoir d'abord donner ce que tu as, partager tes compétences, pas forcément tout faire, mais faut aussi savoir la limite, mais donner d'abord avant de demander. Et je pense que ça a toujours marché pour moi. Quand tu as une compétence, cherche des personnes qui ont ce problème et partage la solution avec eux. Donne d'abord et puis le reste viendra. Quand le projet est bien, l'argent vient, c'est vrai. C'est un peu complexe, je m'explique. Quand le projet est bien, l'argent vient. Déjà, est-ce que le projet est connu? Parce que tu peux avoir un projet qui est dans ta tête, il est bien. Est-ce que l'argent viendra? Je ne sais pas. Parce que pour que l'argent vienne, ça veut dire que tu as fait connaître le projet. Les gens ont vu les résultats de ce que tu as été capable de produire. Et les gens estiment qu'ils ont quelque chose à gagner dans ce projet, soit individuellement, soit sur le plan financier, ou alors sur d'autres aspects, et ils apportent donc leur argent. Donc, je pense que ça peut être vérifiable si le projet est connu, si le projet résout un problème réel que les gens ont, et si tu es la bonne personne qui porte le bon projet. Ok, super intéressant. Ma prochaine question est de savoir quelle est, par exemple, une des choses dans ton parcours que tu aurais fait autrement? Je dirais rien. Je dirais rien et je réponds toujours rien à ça. Pourquoi? Parce que ce que je suis, c'est la conséquence des erreurs que j'ai eu à commettre avant. Si on enlève une de ces erreurs, je ne serais pas ce que je suis alors que je suis très fier de ce que je suis. Donc, ce serait un peu incohérent. Donc, j'estime que je suis très fier de ce que je suis. Ça ne signifie pas que j'ai déjà réussi ou que j'ai déjà atteint mes objectifs. Moi, je me suis défini un critère d'évaluation qui est propre à moi-même. Je m'évalue par rapport à moi-même. Je ne m'évalue pas par rapport aux gens. Je ne m'évalue pas par rapport à ce que les gens pensent de la réussite. J'ai ma définition propre à moi-même de la réussite. Et dans cette définition, je suis très fier de moi. Donc, du coup, je ne peux pas changer ce que j'ai fait. J'ai eu à commettre beaucoup d'erreurs, mais c'était le prix à payer de ce que je suis aujourd'hui. Ce n'était pas possible d'atteindre mon niveau sans passer par ça. Donc, est-ce que je changerais quelque chose? Je ne pense pas. Ce que j'ai commis comme erreur, à ce moment, j'estimais que c'est ce qu'il fallait faire. Parce que mon niveau de maturité me permettait de comprendre que c'est ça qu'il faut faire. C'est un peu comme si tu prends un élève de 6e, tu lui donnes une équation où le résultat, ça doit être -1. Il va peut-être te dire que c'est pas possible de résoudre l'équation. Tu ne vas pas lui dire 10 ans après, quand il est déjà à l'université, il fait Master 2 en mathématiques, que quand tu étais en 6e, est-ce que tu n'aurais pas mieux refait cette équation? Non. Il a donné la bonne réponse qu'il fallait donner pour un élève de 6e. C'est-à-dire, on ne peut pas résoudre cette équation. Puisque son niveau de connaissance, de maturité, d'expérience à ce moment ne découle que sur le fait qu'on ne peut pas résoudre cette équation. Maintenant, après 10 ans, il a compris qu'on peut résoudre ce type d'équation avec son nouveau niveau de maturité. Donc, tu ne peux pas revenir lui dire que non, en 6e là, est-ce que tu n'aurais pas refait ça différemment? Non. Il aurait tout refait la même chose puisque c'était son niveau. Donc, ce que j'ai eu à faire dans les différentes étapes de mon parcours, ça correspondait à mon niveau, à mon expérience, à mon élévation spirituelle, intellectuelle, matérielle. Donc, je ne peux pas regretter ça. C'est pas possible. J'aurais pu regretter si je n'étais pas fier de ce que je suis aujourd'hui. Là, peut-être j'aurais regretté. Je me serais dit, peut-être pour ne pas être ce que je suis aujourd'hui, que je n'aime pas, j'aurais peut-être dû faire ça. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc, j'ai pas la même définition de la réussite que les autres. Pour beaucoup de personnes, la réussite, c'est beaucoup de milliards, beaucoup d'argent, beaucoup d'immeubles, beaucoup de tout. Et moi, je dis souvent que ça sert à rien d'avoir une Ferrari si à l'intérieur, tu as un cerveau vide. Parce que si tu commets un accident, on n'aura qu'un cerveau vide à la fin. C'est tout ce qui va rester. Donc, moi, je préfère avoir un cerveau bien fait, même si je vais à pied, parce que j'estime que déjà, aller à pied, c'est bon pour la santé. Ça me permet de faire mon cardio, ça me permet de faire mon activité physique régulière qui permet à mon cœur d'avoir de meilleures performances. Donc, moi, j'ai mes critères d'évaluation qui sont propres à moi. Et dans ces critères, j'estime que je suis en train de faire ma mission de vie. Ok. Ça fait comment d'avoir 800 idées par seconde? Ça fait plaisir parce que ça permet de toujours analyser les situations de manière originale. Ça permet, lorsque tu fais face à un problème, d'avoir beaucoup de solutions et de pouvoir choisir. Alors que parfois, tu n'as pas de solution, tu te dis que c'est fini, tu tombes dans la dépression. Donc, oui, ça me plaît parce que, voilà, à chaque problème, tu auras toujours des solutions. Peut-être qu'ils ne seront pas les solutions optimales, mais tu ne vas jamais te retrouver dans une situation dans laquelle tu te dis, je suis fini, je suis perdu d'avance, je ne sais pas quoi faire. Non, tu sauras toujours quoi faire. Donc, même si ça ne marche pas, mais tu vas essayer. Donc, c'est un super pouvoir, en fait. C'est un énorme pouvoir. En fait, moi, je suis à 900. Moi, je te recommande d'aller à 1000. Moi-même, je suis en train de travailler pour évoluer plus. Et aujourd'hui, avec les IA, tu imagines qu'on multiplie 800 idées par seconde fois les IA. Ça donne quelque chose qu'on peut même plus calculer. Donc, je pense qu'on est quand même d'accord que avoir plusieurs idées, avoir plusieurs projets, je voulais en arriver là quand j'ai dit 800 idées, c'est parce que je voulais que vous me parlez un peu, très bref, de la jeunesse qui a plusieurs idées. Comment faire pour canaliser? Parce que des fois, on a plusieurs projets qu'on veut réaliser, mais on fait ça aujourd'hui. Après, demain, on se rend compte que c'est plutôt ça là qu'il fallait faire. Après, on se rend compte, bon, je veux plutôt faire l'e-commerce. Après, maintenant, sur le trading, on s'embrouille, on sait de gauche à droite. Et c'est ce que les jeunes, la plupart des jeunes, je veux dire Camerounais, parce que c'est quoi pas d'autres pays, je me suppose que jeunes Africains, c'est ce qu'on rencontre. On n'arrive pas à se canaliser. Oui, on peut bien avoir 800 idées par seconde, mais comment faire pour canaliser ça et agir sur ces idées?
Le plus important, c'est découvrir sa mission de vie. Je me dis, quelqu'un qui n'a pas encore découvert sa mission de vie aura beaucoup de difficultés, même s'il a 800 idées par seconde. Parce que découvrir sa mission de vie, c'est la réussir à 50%. C'est-à-dire que tu as le 50% restant juste pour réaliser cette mission de vie que tu as déjà pu découvrir. Donc, avant de commencer à parler des idées, il faut d'abord te poser la question, est-ce que ces idées vont dans le sens de ma mission de vie? Je prends un exemple. Tu peux aller à l'école le matin. Tu arrives en classe, tu déposes ton sac. Tu sors de ta salle de classe, tu entres dans une plantation. Tu prends une machette, tu défriches pendant toute la journée jusqu'à 15 heures. Quand tu finis de défricher, tu es fatigué, tu transpires, tu as les ampoules, tu rentres en classe, tu reprends ton sac, tu rentres à la maison. Quand tu arrives à la maison, ta mère voit comment tu es fatigué, tu transpires. Elle te fait une bonne boule de couscous avec la sauce d'arachide. Tu manges. Ouais, mon fils, tu as trop travaillé à l'école aujourd'hui. Repose-toi, mange et dors. Mais la question qu'il faut se poser, c'est le travail que tu as fait là, est-ce que ça correspond aux indicateurs de performance de ta mission de vie pour cette journée? Est-ce que ta mission de vie n'était pas plutôt de rester en classe, suivre le cours de mathématiques, avoir une bonne note en mathématiques, faire les exercices de mathématiques et être fatigué par le travail intellectuel durant le cours de mathématiques? Est-ce que ce n'était pas plutôt ça que tu devais faire? Parce que oui, tu as beaucoup travaillé, mais dans une plantation. Tu as beaucoup travaillé, mais en défrichant. Est-ce que c'est valide? C'est bien. Mais est-ce que le travail que tu as fait correspond à ta mission de vie? Où est-ce que je veux en venir? Si tu travailles beaucoup, mais pas dans ta mission de vie, tu vas être épuisé et jamais satisfait. Donc, moi, j'estime qu'avant de commencer à parler de projets, de stratégies, d'idées, il faut d'abord se rassurer que ce que tu fais est aligné à ton identité. C'est pour ça que je parle beaucoup de culture, c'est pour ça que je parle beaucoup de spiritualité et de savoir exactement quel est l'héritage transgénérationnel qu'on a, pour savoir ce qu'on doit faire et qui correspond à nous-mêmes. Une fois que tu as découvert ta mission de vie, la suite est plus simple. Tu peux avoir trouvé ton bon chemin et sur ce chemin, tu prends la voiture, de temps en temps, tu laisses la voiture, tu prends la moto, de temps en temps, tu vas à pied, de temps en temps, tu prends l'avion, mais tu suis ton chemin. Sur ce chemin, tu peux changer d'outil, tu peux changer de moyen de déplacement, mais tu es sur le chemin. Ce qui fait que certains moyens seront plus rapides, d'autres seront plus lents. Mais il faut d'abord que tu te rassures que tu es sur la bonne route. Parce que tant que tu n'es pas sur la bonne route, même si c'est le TGV que tu prends, mais c'est un TGV qui va seulement te conduire vers la perdition plus rapidement. Donc moi, je pense qu'avant de parler de 800 d'idées, de projets, de changer, de stratégie et tout, il faut d'abord être sûr que tu es sur la bonne voie de ta vie. Et une fois que tu es sur la bonne voie, si dans cette voie-là, il faut faire d'abord le trading, ensuite l'élevage, du moment où tu es sur la bonne voie, fais-le. Ok. Bon, je vais poser une dernière question. Est-ce que tu peux laisser un message à une jeunesse camerounaise qui est fatiguée? En fait, on sait que la jeunesse est fatiguée de tout. Je ne sais pas, je ne sais pas, mais je sais que la jeunesse camerounaise est fatiguée. Mais il ne faut pas être gentil. Donc, laisse un message à cette jeunesse. Alors, il faut savoir que moi aussi, je fais partie de cette jeunesse. Donc, si c'est ton heure de lire, tu lis l'heure. Tu veux qu'on te dise quoi? Si tu es fatigué, tu arrêtes. Si tu es frustré, tu arrêtes. Tu peux voyager. Si tu n'as pas les moyens de voyager, il y a la pirogue, il y a beaucoup de moyens. Si tu mets en route, rip, et la vie va continuer. Moi, je sais pas ce que moi j'ai à leur dire. Si déjà ta misère ne suffit pas à te lever, à te battre, elle va venir te dire quoi? Tu t'attends à ce qu'elle te dise que crois en toi, je suis qui? Ton père t'a dit de croire en toi, tu n'as pas cru, alors que c'est ton père. Ta mère te dit de travailler, tu ne travailles pas. Ta famille te dit ressaisis-toi, tu ne fais que fumer la drogue. Moi, elle va venir te dire quoi? Même, ça ne changera rien à nos vies, ni à notre pays. Si déjà ta misère ne suffit pas à te motiver, qu'est-ce qui va te motiver encore? Moi, mes vidéos, moi je sais pas. Donc du coup, tout ce que je peux dire à un jeune qui souffre, qui est en difficulté, c'est que c'est son heure de lire, qu'il lise calmement, sans trop faire de bruit et sans pleurer, parce qu'on n'a pas que ça à faire. Pas venir faire des vidéos où tu pleures, on s'en fout. Réfléchis, assieds-toi et dis-toi, qu'est-ce que je peux changer? Comment je fais pour changer ma vie? Comment je fais pour m'améliorer? Comment je fais pour reprendre ma vie en main? Est-ce que je peux m'inspirer de ce que les autres font? C'est aussi pour ça que nous on produit des contenus. Maintenant, si tu estimes que ce n'est pas possible dans ton environnement, peut-être trouve un autre environnement où tu peux le faire, un autre pays, un autre continent, ça dépend. Mais je ne peux pas dire que je vais motiver un jeune homme. Je ne peux pas le motiver parce que j'estime que s'il souffre déjà, c'est suffisant pour te motiver. Bref, il va seulement lire, tu vois, il va lire. Je sais que tu souffres actuellement, mais ne t'inquiète pas, un jour tu vas mourir et tout ça va finir. Et la vie va toujours être belle. Et meilleure. Toujours meilleure qu'avant. Ok, docteur. Bon, je vais juste en profiter de vite laisser un dernier message par rapport à l'agence. Bon, l'agence MVC se trouve à Yaoundé. Qu'est-ce qu'on fait? C'est une agence créative. On conçoit des stratégies de communication pour les marques et après avoir conçu, on les réalise parce qu'au sein de l'agence, on a des designers, des monteurs vidéo, des gens qui font dans la 3D, les community managers de l'autre côté. Et du côté, si on a des photographes, des
vidéographe, du coup on couvre les événements, on fait des podcasts comme vous voyez là et on a tout ce qu'il faut pour réaliser ça. Déjà, il faut nous dire que c'est une équipe très jeune et très dynamique, mais très professionnelle. Et c'est un peu ça. Chaque jour, on essaye de s'améliorer. On fait de mieux en mieux. Chaque jour, ce que vous voyez là, c'est le travail où nous sommes au sein. Bon, je laisse un message au public. Nous sommes là dans le studio NVC à Yaoundé, à Damas précisément. Du coup, si vous avez besoin de contenu, des podcasts, d'une stratégie de communication, vous avez besoin de pouvoir toucher votre cible d'une manière très spécifique qui va leur pousser à acheter votre produit. Alors, venez vers l'agence, on va vous aider. Bro, docteur, déjà, merci pour avoir accepté l'invitation. Merci d'être là. Merci d'avoir accepté de partager votre connaissance avec nous, avec le public camerounais, avec les jeunes camerounais. Parce que c'est pas avec moi, c'est avec tout le monde ici, même ceux présents dans la salle, les techniciens. Bon, je vais remercier aussi tous ceux-là qui ont rendu ça possible, mes photographes, mes vidéographes et tous les membres de mon équipe. Merci beaucoup. Ça n'a pas été facile. C'était vraiment un délai très bref. Cool. En une journée, il fallait qu'on prépare, on organise tout ça. Donc déjà, merci à tout le monde et merci encore d'être venu. Merci encore de mettre... Parce que là, tu as mis le cap. Et tous les invités qui vont venir ici, là, vont se rassurer, qui vont donner de la valeur, qui ce sont des personnes de substance et qui vont pas transmettre un certain niveau de connaissance ou l'expérience avec les jeunes entrepreneurs camerounais ou ceux-là qui veulent se lancer. Donc déjà, c'est un peu ça. Je laisse ça comme un DM. Waouh, vraiment merci beaucoup pour l'accueil, pour l'invitation. Ça a été un énorme privilège, surtout qu'on est dans un très bel endroit. Maintenant, c'est clair que le côté podcast, c'est quelque chose qui manquait beaucoup à Yaoundé. Parce que moi, j'ai déjà eu à rechercher des studios qui permettent d'enregistrer des podcasts dans la ville. C'est très rare. Et même quand on en trouve, parfois, la qualité n'est pas forcément au rendez-vous. Ou du moins, ce n'est pas leur positionnement. Donc, je pense que si vous offrez ce type de service dans la ville de Yaoundé, il y a beaucoup de personnes qui vont être intéressées. Peut-être moi-même, je serai un client parce qu'on produit beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux et vraiment, le cadre, il est très bien fait. Maintenant, peut-être s'il y a des possibilités de modifier les décors, de faire en sorte que les décors s'adaptent par rapport aux clients, ce sera encore quelque chose d'excellent. Donc, très bon boulot. Merci à toute l'équipe qui nous permet aujourd'hui de vivre cette très belle expérience et certainement une prochaine fois pour un nouvel épisode.